Bienvenue dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, c'est votre talk show interactif sur tous les sujets qui vous concernent. 2 heures de direct présentées par Mylène et Luc, c'est Faut qu'on en parle. Et ça commence maintenant. Eh bien, soyez les bienvenus dans votre émission Faut qu'on en parle. Depuis plusieurs années maintenant, nous entendons parler du réchauffement climatique quasi quotidiennement. Pourtant, les variations du climat ont toujours existé, période de réchauffement puis très froide, de glaciation, et ce depuis des millénaires. Nous avons donc décidé de faire un focus sur ces cycles du climat et sur les impacts de notre mode de vie sur le cycle que nous sommes en train de vivre depuis si peu de temps à l'échelle humaine. Faut qu'on en parle, bien sûr, cela reste votre émission. Vous pouvez donc réagir avec nous, avec nos invités sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP et sur notre répondeur le 07 839 839 75. Et pour ne pas changer les bonnes habitudes, Mylène, la co-animatrice favorite de l'émission, est bien évidemment avec moi pour celle-ci. Bonsoir Mylène. Bonsoir à tous. Faut qu'on en parle, le sommaire. Depuis quelques années maintenant, on entend parler du réchauffement climatique, mais depuis toujours, la Terre a connu des variations de température. L'année 2022 a été particulièrement chaude. Record de chaleur, sécheresse interminable. Ne sommes-nous tout simplement pas dans une phase de changement climatique ? Dans certaines régions du Groenland, le réchauffement climatique atteint des records. La fonte des glaces est préoccupante. Que risque l'être humain ? Les changements climatiques peuvent influer sur notre santé, mais ce changement climatique est-il réellement inquiétant ? Et à quel point ? On parle aujourd'hui d'éco-anxiété, de dépression verte. Qu'est-ce que c'est ? Quand on parle de réchauffement climatique, on l'associe souvent à la pollution. L'être humain détériore de jour en jour notre planète. Grâce aux efforts de ces dernières années, la couche d'ozone est par exemple en train de se refermer. N'est-il pas encore trop tard pour limiter les dégâts ? Nos spécialistes en plateau répondront à vos questions. Notre réchauffement climatique est-il cyclique ? C'est tout de suite dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, les invités. Et ce soir, pour cette émission, on reçoit Antoine Nicot, coordinateur général d'Air Climat et du GREC Sud. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons Elodie, la psy 3.0, qui est psychologue et qui nous parlera de l'éco-anxiété ce soir. Bonsoir. Bonsoir. On aura Stéphane Castel, qui est responsable pôle innovation, communication et marketing chez Atmos Sud. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons aussi Nathalie Cohn autour de la table, qui est pilote du réseau France Nature Environnement Mer et présidente de l'association Bandol Littoral. Bonsoir. Bonsoir. Et en direct du pôle Nord, on aura Edith Sévestre, qui est glaciologue, membre international du Club des Explorateurs, travaillant à l'AMAP, le programme de surveillance et d'évaluation de l'Arctique. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons aussi Charlène Descolonges, qui est hydrologue et cofondatrice de l'association pour une hydrologie régénérative à distance. Bonsoir Charlène. Bonsoir. Et enfin, on aura Bernard Francou, qui est chercheur en géosciences et glaciologue spécialiste de la haute montagne. Bonsoir. Faut qu'on en parle, première partie. L'annonce de notre thème pour cette émission sur le climat vous a beaucoup fait réagir sur nos réseaux sociaux, mais aussi sur le répondeur de l'émission Faut qu'on en parle. Mais avant de vous citer quelques-unes de vos réactions, nous allons commencer cette partie avec quelques chiffres. Faut qu'on en parle, les chiffres. Luc, est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner sur le réchauffement climatique ? Oui, pour éviter le pire, il faudrait que le réchauffement climatique soit contenu à 2,5 degrés. Et pourtant, déjà, avec un réchauffement actuel de plus 1,2 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, on note déjà les effets négatifs. Les ressources en eau et en nourriture baissent, la santé est impactée, avec une plus grande mortalité et de nouvelles maladies qui émergent. Il y a des phénomènes climatiques aussi de plus en plus violents. On voit aussi une nette dégradation de la qualité de l'air. Et qui est concerné ? Eh bien, entre inondations, vagues de chaleur, sécheresse, c'est environ 3,6 milliards d'habitants qui vivent dans un environnement vulnérable. Il existe 2 périodes, 2021-2040 et 2040-2100. Pour la première, c'est clairement trop tard. On observe déjà les premiers effets du changement climatique, mais pour la deuxième, les effets dépendront du niveau du réchauffement. Si on maintient un monde à plus de degrés, les dégâts seront 2 fois supérieurs à ceux qu'on en observe aujourd'hui. Si c'est plus 4 degrés, 1 milliard d'habitants seront complètement menacés d'ici très prochainement, 2050. Le climat, un sujet qui vous a fait réagir. Vous nous avez laissé beaucoup de messages sur nos réseaux sociaux, mais aussi sur le répondeur de l'émission, le 07 839 839 75. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On a Johanna du côté de Nice qui nous a dit que tous ceux qui ne comprenaient pas le réchauffement climatique ont eu la preuve cet été. Il n'est jamais trop tard pour agir, alors réveillez-vous. Hugues de Lille, le changement climatique a toujours existé. Il y a des périodes glaciaires et des réchauffements. Le problème vient plutôt de l'impact de l'homme sur le cycle du climat naturel actuel, sur la rapidité du réchauffement de ce cycle.
Et on va ouvrir ce débat pendant 2 heures, donc on va commencer par définir ce qu'est le réchauffement climatique. Qu'est-ce que c'est et quelle différence avec le changement climatique ? On va commencer par Antoine ? Vaste question. Alors le réchauffement climatique, on va dire que on appelle ça le réchauffement global, c'est la hausse des températures à l'échelle globale, qui va avoir pour conséquence, cette hausse des températures à l'échelle globale va avoir pour conséquence une modification des composantes, de plein de composantes du climat. Que ce soit une hausse des températures, qui n'est pas la même sur toutes les parties de la planète, que ce soit la modification des régimes hydrologiques, l'augmentation en intensité ou en fréquence de certains événements extrêmes. Voilà, et c'est la hausse des températures globales qui est le moteur du changement climatique. Très bien, quelque chose à ajouter peut-être, nos spécialistes à distance. Pour vous, la différence entre le réchauffement et le changement climatique, qui veut prendre la parole dans cette visio ? Ouais, je peux attaquer. C'est vrai que voilà, le climat a toujours changé et les glaces sont une des meilleures archives pour reconstruire le climat sur des périodes très longues, des centaines de milliers d'années, voire un peu plus d'1 million d'années. Et on sait voilà, qu'il y a eu des périodes sur Terre où la Terre n'avait plus du tout de glace. On a eu des périodes où la Terre entière était recouverte de glaciers. Voilà, ça, c'est pas du tout nouveau. Et on n'est pas du tout dans le déni que les changements climatiques ont toujours existé. Mais aujourd'hui, le réchauffement actuel, que la crise climatique dans laquelle on est, elle est directement liée aux activités humaines, elle est directement liée à notre consommation d'énergie fossile. Et malgré les chiffres que l'on vient d'entendre, c'est vraiment les 8 milliards de personnes qui habitent sur Terre qui sont directement touchées par cette crise climatique. Et justement, quelles sont les causes et les conséquences de ce réchauffement climatique ? Antoine ? Ça vient d'être dit, hein, c'est l'augmentation de la concentration de gaz à effet de serre qui est liée principalement à l'utilisation des énergies fossiles, mais aussi en partie à cause de la déforestation et à cause de l'élevage intensif. Il ne faut pas oublier aussi les cimenteries. Le ciment aussi émet pas mal de gaz à effet de serre. Donc c'est tout un ensemble, mais voilà, globalement, c'est les émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique. Essentiellement, parce que certains disent qu'on est peut-être simplement dans un nouveau cycle. Il y a des détracteurs encore qui disent ça. Non, on n'est pas dans un nouveau cycle. Là, on l'amplifie sérieusement, quoi. Oui, là, on sort des cycles. Là, jusqu'au début du XXe siècle, les fluctuations climatiques étaient d'origine naturelle, elles sont multiples. Mais là, depuis le début du XXe siècle, c'est vraiment le dernier rapport du GIEC le dit, hein, l'origine anthropique, l'origine humaine du réchauffement climatique, aujourd'hui, elle est quasiment en fait, quasiment l'intégralité du réchauffement est liée aux activités humaines. Et est-ce qu'aujourd'hui, du coup, il est possible de stopper ce réchauffement climatique ou est-ce que c'est trop tard, comme peuvent le prétendre certaines associations ? Non, on peut le stopper. D'ailleurs, le fait qu'on soit responsable de l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre veut dire qu'on peut agir. Donc oui, on peut le stopper. Par contre, on ne peut pas le stopper tout de suite. On ne peut pas appuyer sur un bouton et stopper tout. Il y a de l'inertie, mais il y a aussi surtout une inertie très forte dans notre capacité à transformer nos sociétés, notre modèle économique, notre modèle énergétique. Donc ça, c'est l'inertie la plus inquiétante et la plus forte. Et donc, même si aujourd'hui on s'y met très fortement, on sait qu'à peu près jusqu'en 2050 au mieux, on va avoir une augmentation des températures à l'échelle globale. Après, ça va vraiment dépendre où ça va continuer, où ça va se stabiliser. Ça va dépendre de notre capacité à réduire nos émissions. Mais quoi qu'il en soit, maintenant, c'est à peu près inévitable aujourd'hui, c'est ça ? Au moins jusqu'à 2050. On est dedans. On est complètement dedans. Stéphane, oui. Oui, après sur les possibles, on a eu avec le confinement un bel exemple de ce que pouvait produire un ralentissement de l'activité des hommes. Avec le confinement, on l'a observé, nous, au niveau de la pollution atmosphérique. On a une réelle différence dans les centres-villes qui ont vu la qualité de l'air complètement changer. Mais on l'a vu aussi pour l'ensemble des émissions de CO2, où on a eu une baisse très importante avec un ralentissement de l'activité. Parce qu'on a changé nos modes de vie, on a vu ça. Et après, quand ça a repris, les éléments ont repris. Mais pour nous, ça doit servir comme un laboratoire. Si on a pu le faire là, on peut continuer à le faire, à le penser différemment. En tout cas, on peut s'organiser différemment pour polluer moins et produire moins de CO2. Oui, surtout qu'a priori, si la responsabilité est anthropique, c'est l'ensemble des activités humaines qui sont un peu la cause, mais tout ensemble, un petit peu comme une espèce d'écosystème de responsabilité. Les bâtiments, le transport, qu'il soit maritime ou terrestre, la déforestation, c'est tout des causes de responsabilité, mais c'est aussi quelque part des solutions. Il suffit de
de trouver la motivation et surtout si on s'enferme pas dans le déni et qu'on se dit bah non finalement on n'a rien à y faire, à partir du moment où il y a la conscience de cette responsabilité là, il y a le début de solution en fait. Merci. On se pose la question des impacts en fait. Il y a déjà eu des impacts, on le sent de plus en plus. Quels seront les premiers impacts majeurs, les choses qui vont être encore plus marquantes que ce qu'on peut voir aujourd'hui? Ils ont déjà commencé? Alors, ouais, j'aurais envie de dire que les conséquences, elles sont déjà pleinement là. Et il faut bien comprendre que les conséquences que l'on observe aujourd'hui, alors vous faites beaucoup référence à ce qu'on appelle les événements météorologiques Oui, extrêmes, oui. qui vraiment, c'est vraiment ce qui déstabilise une économie, ce qui déstabilise une société, des canicules, des périodes très froides, des périodes avec énormément d'eau, des inondations, énormément de pluie. C'est ce qui se voit, ça, en fait, pour le grand Voilà, ça c'est public, on va très dire. visible. C'est vraiment quelque chose qui marque, évidemment, qui marque une population, qui marque une société. Il faut bien comprendre que les conséquences que l'on voit aujourd'hui, elles sont alors que le réchauffement qui a été créé directement, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est indiscutable que ce réchauffement est lié aux activités humaines aujourd'hui. Nous avons augmenté les températures de 1,1, pratiquement 1,2 degrés depuis l'ère pré-industrielle, donc avant que la révolution industrielle commence. Et il faut bien comprendre aussi que là, nous sommes quand même sur une trajectoire. Si les pays mettent en place les stratégies qu'ils annoncent, nous sommes sur une trajectoire des 2,5 voire 3 degrés Celsius. Donc toutes les conséquences que l'on voit déjà aujourd'hui, on voit qu'il y a des agriculteurs en Espagne, il faut bien le comprendre, qui ne peuvent plus produire, qui ont Ouais, déjà leur on va en récolte, parler, ouais, la qui sont sécheresse, on le voit. atomisés par le changement climatique, et bien ça, c'est seulement à 1,1, 1,2 degrés d'augmentation de température, alors qu'on court vers 3 voire 4 degrés, qui est possible encore aujourd'hui d'ici la fin du siècle. Et est-ce que du coup, avec 3-4 degrés, on peut juste imaginer que ça va doubler ou tripler, ou ça va être un facteur exponentiel, ce sera peut-être 10 fois pire? Alors, c'est pas aussi simple. Et ensuite, je vais laisser la parole à Charlène, parce que je suis sûre que Charlène a beaucoup de choses à nous dire sur le cycle de l'eau. C'est pas si simple. En fait, le changement climatique n'est pas graduel. On peut vraiment atteindre, notamment nous, au niveau des glaces, et Bernard pourra en témoigner aussi. On sait que pour les glaciers, qui sont les meilleurs baromètres du climat, les calottes polaires aussi, le Groenland et On va en l'Antarctique, parler en on détail, sait ouais, que tout à fait. voilà, si on dépasse certains seuils de température, ensuite, on déclenche vraiment des cercles vicieux qu'on ne peut plus arrêter et qui vont vraiment nous impacter sur des générations et des générations. Mais un sujet qui est vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est vraiment l'eau. Et peut-être que Charlène, tu veux nous en parler? Avec plaisir. Merci Heidi pour reposer un peu le cadre. C'est vrai que à mesure qu'on entend parler du changement climatique, on trouve encore malheureusement des détracteurs qui montent toujours en puissance. Effectivement, l'eau est intrinsèquement liée en fait au climat. Le cycle de l'eau est un facteur de régulation du climat et lorsqu'on émet des gaz à effet de serre, directement, en fait, on impacte le cycle de l'eau. Faut comprendre que avec seulement 1 degré de plus depuis l'ère pré-industrielle, ce que vient de rappeler Heidi, on a en fait la vapeur d'eau qui est responsable à près de 40% en fait de ce gaz à effet de serre. 40% de l'augmentation de 1 degré est due à la vapeur d'eau, puisque avec des températures plus chaude, on évapore massivement en fait de l'eau, sauf que l'eau qui est stockée dans cette atmosphère n'a qu'un temps de séjour moyen de 10 jours, pas 10 secondes, 10 jours, et en fait on assiste à une perturbation des régimes de précipitation, à une perturbation donc des périodes de sécheresse, des périodes de forte pluie, et donc c'est ce que vient de dire Heidi. Effectivement, on va avoir donc ces événements climatiques extrêmes plus fréquents, plus long, et à nos latitudes, voilà, on estime que c'est pas, la relation n'est pas si simple que ça. En fait, à un monde à plus de degrés, on estime que les sécheresses, en fait, qu'on qualifie de décennales, c'est-à-dire qu'elles ont une chance sur 10 de se produire chaque année. C'est une statistique en fait, c'est une sécheresse déjà assez conséquente. Ces sécheresses-là, elles auront on peut estimer que un monde à plus de degrés, pardon, en fait, ces sécheresses-là sont multipliées par 3.
avec un monde à plus 4 degrés, ces sécheresses seront multipliées par 5. Et quand on regarde au niveau des précipitations, c'est pareil, mais la relation est différente. Donc ça, c'est les chiffres tirés du dernier rapport du GIEC. Pour les précipitations intenses d'une période de retour de 10 ans, c'est la même chose, mais pour les fortes précipitations, un monde à plus de degrés, on est à peu près x2, c'est-à-dire qu'on va doubler en fait l'occurrence de ces précipitations-là. Un monde à plus 4 degrés, on sera à x3. Donc, c'est là où on se rend compte qu'on va accélérer en fait ce cycle de l'eau. Il va être beaucoup plus intense, autant au niveau des sécheresses qu'au niveau des inondations. On a une question de Arnaud qui nous dit, on parle de aujourd'hui et de plus tard, mais comment était le climat il y a 100 ans par exemple? Quels ont été les pires pics de chaleur? Qui aurait cette information? Antoine, je vois que tu souhaites prendre la parole. Non, je connais pas les pires pics de chaleur il y a 100 ans, mais je sais qu'il y a eu déjà, si on prend 1900, je crois, 1949, il y a déjà ou juste après-guerre en tout cas, il y a déjà une canicule très très intense. C'est comme pour les sécheresses, il y a toujours eu des sécheresses très très fortes et des événements extrêmes, des précipitations intenses. Ça a toujours existé. Sauf qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus souvent. Voilà, en fait, c'est les tendances. Donc là, oui, effectivement, c'est plus souvent, ça devient, en tout cas pour les vagues de chaleur, plus souvent, plus fréquent. Ça peut être plus intense, ça peut être plus précoce. Voilà, il y a vraiment un changement. On est dans la tendance. Donc aujourd'hui, clairement, d'ici 2050, on peut s'attendre à des températures à du 50 degrés en France. On a vu des 46,8, je crois de mémoire, le record en France du côté de Nîmes par là-bas. Oui, 46. Voilà, 46 quelque chose, il me semble. On pourra voir ça prochainement. En France, en tout cas. Oui, en France, dans les années à venir, oui, les 50 degrés sont loin d'être exclus. Ce sera peut-être la norme à la fin du siècle. Ça restera à la fin du siècle. Ça va vraiment dépendre là de oui, évidemment, de ce qu'on va faire mondiale. Mais d'ici 2050, ça peut arriver. Ça sera pas forcément la norme. On sera dans les événements extrêmes, mais ça sera des températures malgré tout qui pourront régulière, on va dire. Oui, Stéphane? Oui, à Atmosud, on a travaillé avec des chercheurs sur justement les liens entre dégradation de la qualité de l'air et changement climatique. Et sur les scénarios, 2050, Marseille, c'est le climat d'Alger. Et en fait, une des conséquences de cette augmentation de température et de plus de soleil, c'est ce phénomène qu'on appelle la photochimie. C'est-à-dire la pollution. C'est un mouvement de chimie permanent. Ce sont des réactions qui se font. Et dans notre beau sud, on a la chance, mais aussi le malheur d'avoir ce soleil qui va activer ces réactions chimiques. En fait, vous avez dit en introduction que la qualité de l'air se dégradait. Sur les 20 dernières années, c'est pas vrai. En fait, on a une baisse tendancielle assez importante. On est sur les oxydes d'azote, qui sont les pollutions dues aux voitures et aux moteurs. On est sur une baisse de 20%. Sur les particules fines, PM2,5, donc c'est lié aux nouvelles voitures, par exemple. Voilà, c'est les nouvelles voitures, les nouvelles normes. Maintenant, tous ces gains, avec l'augmentation du soleil, l'augmentation de la température, ils vont disparaître. C'est-à-dire que tout ce qu'on a gagné en émissions, on va le perdre avec la photochimie et avec les phénomènes qui vont se mettre en place. Et dans les effets, on a parlé sécheresse. La sécheresse a un impact, aussi sur la qualité de l'air, avec le ressoulèvement des poussières. Quand il pleut, toute une partie de la pollution est lessivée. Et notamment toutes les particules fines, dont on parle beaucoup. On le voit avec le pollen, tout simplement. On voit bien quand il pleut, il tombe par terre. Voilà, donc c'est le même esprit avec les particules fines. On mesure donc des PM10, des PM2,5, des PM1. Donc c'est ce qu'on appelle des particulates matter, c'est-à-dire des éléments de matière qui font 10 microns, c'est-à-dire 10 millièmes de millimètre ou 2,5 millièmes de millimètre ou 1 millième de millimètre. Et ces éléments-là, ils rentrent dans notre corps et les plus petits rentrent dans le sang. Et ça, c'est une pollution. Et avec cette sécheresse, on a de plus en plus de ces particules qui se créent soit par ressoulèvement, soit par photochimie. Avec la photochimie, les éléments chimiques vont s'associer jusqu'à créer des éléments de matière. Donc quand on a eu des pics d'ozone et qu'on va bientôt en avoir l'été avec la chaleur, on a aussi la pollution par la pollution particulière, des particules ultra fines qui vont se créer. Et avec l'augmentation de ces phénomènes, on augmente ces niveaux de particules. C'est un peu tard. Voilà. On a une question de Héloïse qui nous dit quand a eu lieu la dernière glaciation sur Terre et à quoi elle ressemblait. Est-ce qu'il y a eu des signes annonciateurs? Je vais y arriver. On va peut-être demander à Bernard. Bernard. Oui, alors, je voudrais revenir sur ces questions de température. Avant de répondre à la question,
c'est que quand on dit, que Heidi tout à l'heure a dit que la température avait augmenté, le réchauffement global était de l'ordre de un peu plus de 1 degré, il faut bien préciser que c'est depuis le début de la période industrielle, hein, c'est-à-dire depuis environ un siècle et demi, en gros, hein, la première chose. Et pour le public, 1 degré, je crains que ça ne signifie pas grand-chose. Oui, ça paraît peu. 1 degré, oui. c'est la différence entre... on voit bien que la différence entre la température du jour et de la nuit est bien supérieure à 1 degré. De même, la différence entre l'hiver et l'été. Donc 1 degré, ça peut paraître un petit peu... pas très... Et pas significatif. Pas significatif, oui, à notre échelle, 1,2 degré, ça paraît... mais voilà, pourtant, on voit bien qu'il y a des effets aujourd'hui. C'est que ce 1 degré, ou ce un peu plus de 1 degré, c'est la moyenne de la température de l'océan et des continents. Donc on sait que sur les continents, la température s'est élevée davantage que 1 degré. Et il y a des régions dans le monde qui dépassent très largement cette valeur, donc depuis un siècle et demi. Et il y en a 2 régions, celle où se trouve Heidi en ce moment, c'est-à-dire les régions polaires, où cette élévation est... Ah, Bernard, on a perdu Bernard ? La température et l'élévation de la température est plus abondante. La dernière chose que je voulais dire, et je réponds plus directement à la question, c'est que pour passer, et on se situe au niveau de la température globale, hein, pour passer d'une glaciation telle que elle s'est produite il y a à peu près 20-25 000 ans, hein, où les glaciers des Alpes, par exemple, descendaient dans la région lyonnaise, ou descendaient jusqu'à Sisteron, je parle du glacier de la Durance. Et à l'échelle de la Terre, c'est rien, 20-25 000 ans. Glaciaires, où les températures sont donc, où les glaciers sont immenses, hein, rien que pour parler des Alpes, hein, eh bien, à l'interglaciaire, à la période actuelle où nous nous trouvons, disons que la moitié, le XXe siècle, ça se joue sur 5 degrés seulement. 5 degrés, donc, entre une période glaciaire et une période interglaciaire comme la nôtre. Autrement dit, il y a 20 000 ans, la température globale était 5 degrés inférieure à la température moyenne actuelle. Donc, dire que la température s'est élevée depuis un siècle et demi de 1 degré, c'est tout simplement énorme. Ouais, même si ça ne paraît pas. On imagine effectivement, si 5 degrés en dessous, il y avait de la glace à Lyon, on peut très bien imaginer la catastrophe si c'est 5 degrés au-dessus de l'ère pré-industrielle. Oui, ça illustre bien. Et la différence aussi, c'est au-delà de l'amplitude, c'est la vitesse des changements. C'est-à-dire que pour passer d'une ère glaciaire à l'interglaciaire... Il a fallu 20 000 ans, là. Non, il a fallu entre 4 et 6 000 ans, je crois. Oui, on corrigera peut-être. À l'échelle d'un humain, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Par contre, là, pour passer peut-être 5 degrés, ça va être en 250 ans. Donc la capacité d'adaptation des écosystèmes, de nos sociétés et de l'ensemble de la planète est là réellement remise en cause. Donc il y a l'ampleur du changement, mais il y a sa rapidité et on est en vraie accélération. Donc oui, c'est des valeurs très très fortes. Et On a une question de Alex qui nous demande s'il y a plus de risques avec ce réchauffement climatique qu'avec les autres. On a un peu répondu tout à l'heure. Mais oui, il est beaucoup plus grave que les autres. En fait, il y a une différence quand même majeure quand on évoque ces événements passés et ce qui s'est passé juste il y a une centaine d'années. Il y a eu cette question sur les écarts de température, les records de température il y a une centaine d'années. Il y a une différence vraiment majeure. C'est la population sur Terre. Maintenant, nous sommes 8 milliards d'habitants sur Terre. Nous occupons pratiquement tous les écosystèmes, sauf quelques écosystèmes polaires ou d'extrême haute altitude ou désertiques intenses. Derrière chacun de ces écosystèmes qui est en train de s'effondrer, qu'est-ce qu'on a ? On a des vies humaines. Et finalement, c'est vraiment 8 milliards de personnes qui sont directement connectées à ce changement climatique. Il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de vie humaine sans ce socle de cette nature à laquelle on s'est directement adapté. Et
très bonne remarque en disant que la vitesse des changements est aussi très importante parce que le GIEC le dit, c'est vraiment la survie de l'humanité qui est en jeu avec le changement climatique. Là, on voit déjà qu'on n'est pas adapté à ce qui se passe déjà aujourd'hui à 1,1 degré d'augmentation de température. C'est rien aujourd'hui par rapport à ce qui nous attend. Il ne faut pas trop crâner en disant que à plus 3, plus 4, plus 5 degrés, tout ira bien. Non, ça va être vraiment extrêmement compliqué. Et ce sont véritablement des régions entières sur Terre qui vont devenir inhabitables. Et justement, on a plein de réactions d'auditeurs qui nous demandent « Mais que faire pour éviter de crever de chaud ?» On va tous migrer là où il y a Heidi, peut-être. Alors malheureusement, non. J'aimerais bien, mais là où j'habite, c'est l'endroit qui se réchauffe le plus vite sur Terre. Ouais. C'est le Svalbard à 1000 km du pôle Nord et c'est l'apocalypse ici en termes de changement climatique. C'est quoi les températures? Déjà, c'est 8, 9, 10 degrés au-dessus maintenant? Ici, en fait, on est en train de prévoir que d'ici la fin du siècle, les températures pourraient augmenter de 10 à 14 degrés. Donc ici, nous, on n'est pas du tout sur cette trajectoire des 3-4 degrés. Mais juste pour revenir sur l'importance de l'action, l'urgence, elle est absolue, elle est totale. On n'est pas du tout alarmiste en disant ça, on est très réaliste. Vraiment, l'urgence, c'est, comme on l'a évoqué, toutes ces causes. La déforestation, les cimenteries, brûler les énergies fossiles, l'élevage. On sait que ça émet énormément de gaz à effet de serre. Ça contribue à augmenter les températures sur Terre, c'est majeur. Mais il va falloir aussi s'adapter, il n'y a aucun doute là-dessus. S'adapter à l'eau, par exemple, Charlène, tu nous parlais de trop d'eau ou pas assez d'eau. Minutes. Ça va être, l'adaptation va aller de pair avec lutter contre la source du problème. Donc on l'a vu, justement, ce réchauffement climatique, il affecte aussi du coup nos conditions météorologiques, parce que le climat, c'est, on va dire, en fond, et la météo, c'est de l'instantané. Aujourd'hui, il y a des phénomènes climatiques de plus en plus extrêmes, donc on peut, en parler certains. Peut-être, Antoine, tu veux en parler? Moi, je laisserai l'eau, mais je vais parler par exemple des canicules, effectivement. Ouais, voilà, les vagues de chaleur, et on le voit en ce moment en Espagne. Ça va être raccord avec la sécheresse juste après. On a des valeurs qui vont atteindre ou qui ont presque atteint 40 degrés ou qui les ont dépassés, je sais pas. On est encore en avril. Mm-hmm. Donc voilà, c'est encore une vague de chaleur de plus. L'été 2022 a été très chaud, mais par rapport à 2019 qui avait été très très chaud, l'été 2022 a été très chaud, mais très long. En tout cas sur la région, il a démarré très tôt et ça a démarré très tôt et ça a fini très tard, et on est resté à des valeurs très hautes très longtemps. Ça a été généralisé à toute la France. On nous écoute partout. Ça a été terrible partout, dans le nord, partout. Pas spécialement que dans le sud. Et aujourd'hui, en fait, c'est ça qui est inquiétant. C'est donc des événements, il y en a, et c'est leur récurrence et c'est leur concomitance. Ça veut dire qu'ils arrivent souvent ensemble. On va avoir une sécheresse plus une canicule. Là, depuis 2015, je crois que sur la région, il n'y a pas une année sans vague de chaleur. Des sécheresses, il y en a eu beaucoup plus que d'habitude. Donc, et les canicules jouent un rôle dans l'intensité des sécheresses. Donc, on a la concomitance et la récurrence de ces événements, et les hydrosystèmes, les écosystèmes et même nos sociétés ont du mal à s'adapter à ça, ont du mal à faire face. Donc voilà, et avec des conséquences en cascade. Alors c'est ça. Est-ce qu'elle dit par rapport à ce que disait Heidi tout à l'heure et ce que tu viens de dire, Antoine, c'est en fait le problème du cercle vicieux, c'est-à-dire que en fait le réchauffement engendre des changements qui, par exemple, la sécheresse qui va engendrer l'érosion, qui va engendrer une désertification avec des ressources agricoles qui vont diminuer, avec des végétaux qui vont plus tenir, des sols qui vont s'éroder et des ruissellements qui vont favoriser des crues avec des inondations et encore d'autres phénomènes extrêmes. Donc en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et en fait, c'est là où le réchauffement n'est plus juste du réchauffement, mais c'est un vrai cercle vicieux. Donc dans ce sens-là, à la réponse, le changement est-il cyclique? Il est cyclique dans le sens où il engendre un cercle vicieux. Et là, c'est pas cool, quoi. Alors justement, on va se retrouver dans quelques secondes. Pour passer dans l'émission, laissez-nous vos messages sur notre répondeur non surtaxé, le 07 839 839 75, et sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. On est de retour en plateau sur votre émission Faut qu'on en parle sur votre radio, et justement on continue avec la sécheresse, Mylène. Et oui, focus sécheresse. Ces derniers temps, on parle de plus en plus souvent de sécheresse, une des conséquences du réchauffement sur notre climat actuel. Moins d'eau et plus de canicules, les mesures pour lutter contre la sécheresse débutent de plus en plus tôt dans l'année. N'est-ce pas en train de devenir en fait le quotidien de vivre ces fortes chaleurs, Charlène ?
Oui, alors c'est une très bonne question, effectivement. Alors il faut, avant de répondre à la question, définir un peu ce que c'est qu'une sécheresse. On a trois types, hein, même quatre maintenant. On a la sécheresse météorologique, celle que l'on voit le plus souvent quand il y a un déficit de pluie. On l'a vécu en 2022 de manière très forte. On l'a vécu aussi cet hiver avec un hiver particulièrement sec. Et après, la sécheresse météorologique, quand elle dure dans le temps, ça entraîne une sécheresse des sols. On l'appelle aussi la sécheresse agricole. Les agriculteurs sont les premiers à le voir. Quand on a une sécheresse des sols sur les 2 premiers mètres, voilà, c'est garanti qu'on est dans une phase de sécheresse plus intense. Et la troisième étape, c'est la sécheresse hydrologique. Quand les sols sont très secs, ils n'infiltrent plus l'eau qui ne va plus percoler à travers les sols pour alimenter des nappes et des cours d'eau. Donc là, c'est la sécheresse hydrologique. C'est une baisse rapide et drastique des débits des cours d'eau et des niveaux de nappe. On a une quatrième sécheresse dont on parle très peu, c'est la sécheresse anthropique. C'est celle qui est causée par l'homme lui-même, c'est-à-dire qu'il prélève trop d'eau par rapport à la ressource en eau disponible. C'est ce qu'on appelle le stress hydrique. C'est un marqueur en fait d'une sécheresse anthropique. Donc aujourd'hui, on vit des sécheresses. J'ai envie de dire, on les vit surtout dans les régions où on prélève plus d'eau que ce que la ressource est renouvelable et naturellement disponible. Donc pas spécialement dans les régions méditerranéennes où nous on se trouve. C'est pas spécialement en fait. Ça peut être dans d'autres régions qui sont habituellement trop arrosées, où ils ont l'habitude de trop prélever d'eau, et là elles sont moins arrosées, et maintenant ça devient catastrophique. On le voit sur les cartes, que c'est plutôt un peu l'ouest de la France qui est très en situation de sécheresse. Les nappes. Alors, on a une baisse du niveau des pluies qui a été observée dans le sud-ouest de la France depuis quelques années. À l'échelle de la France, en moyenne, depuis 30 ans, on a perdu quasiment 14% de la ressource en eau renouvelable, en raison, en fait, des vagues de chaleur et des hivers trop chauds, des printemps trop chauds qui entraîne une plus forte évapotranspiration des végétaux. Donc, ça veut dire moins d'eau disponible dans les cours d'eau et dans les nappes. Et ça, c'est quelque chose qui a été observé dans le sud-ouest. Faut comprendre que l'hydrologie, c'est une histoire de stock et de flux. Donc, c'est un peu comme voilà, d'autres, mais c'est vraiment... faut avoir en tête qu'on va avoir toujours la même quantité d'eau qui va nous tomber dessus, sur nos latitudes, hein, en tout cas en France, chaque année. Seulement, elle va se répartir différemment dans le temps. On va avoir des périodes de sécheresse plus longues et plus intenses et des périodes de précipitation plus intenses et concentrées sur la période hivernale. Mais ce dont on parle peu, c'est ces sécheresses hivernales, voire printanières, c'est-à-dire qu'avec ces vagues de chaleur, même en hiver, des anomalies de température positives en hiver au printemps, entraîne en fait plus d'évaporation, plus de transpiration des végétaux et donc moins d'eau disponible dans les cours d'eau et dans les nappes. On a une question de Arthur qui nous demande comment on mesure la sécheresse. Alors justement, si je reprends mon petit schéma, on a trois types de sécheresse. La sécheresse météo, ça on le voit tout de suite avec les pluviomètres. On a des appareils de mesure de Météo France qui comptabilisent la quantité de pluie tous les jours. Quand on regarde les sols, c'est l'humidité des sols. Et ça, c'est aussi mesuré par Météo France. C'est des petits capteurs qu'on met dans les sols qui permettent de mesurer l'humidité des sols. Et la sécheresse hydrologique, on la mesure avec des appareils qui mesurent les débits en continu dans les rivières et les niveaux des nappes. D'accord. Ça, en cumulant le tout, et quand on fait appel à des hydrologues qui modélisent en fait et anticipent les sécheresses justement, et ben en fait on combine à la fois la pluie, l'humidité des sols, les températures, etc., pour deviner en fait, pour prédire le débit qu'on aura dans les cours d'eau et le niveau dans les nappes. Donc Charlène, tu nous as cité par exemple un facteur qui peut aggraver la sécheresse, comme par exemple trop prélever d'eau. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, la déforestation. Déjà, c'est à la base un vrai sujet. Si on déforeste, en fait, il faut vraiment voir les arbres. Ils prélèvent de l'eau, mais ils la redistribuent. Ça, c'est une étude récente qui a été menée sur la forêt amazonienne. On s'est rendu compte que la forêt amazonienne était capable de déclencher ses propres pluies 2 mois avant la saison humide. C'est-à-dire qu'en pleine période de sécheresse, une saison sèche, la forêt amazonienne pouvait rester humide. Ça, c'est grâce aux arbres et en déforestant, en fait, tout simplement, on désertifie
ces espaces, ces paysages. Donc, préserver les forêts, c'est déjà un premier gage en fait de résilience hydrique. Plus on va garder les forêts, plus on va garder l'eau dans les sols et dans les cours d'eau et dans les nappes. Et du coup, est-ce qu'on peut anticiper la sécheresse et si oui, à quelle échelle ? Alors ça, c'est différent. Alors quand on parle de crues, de sécheresse, alors les hydrologues, ils modélisent à la fois les sécheresses et les inondations. Pour ce qui est des sécheresses, c'est un peu plus compliqué du fait que les prévisions météorologiques donc sur la pluie sont très incertaines. Là, par exemple, à l'échelle on le voit tout de suite, hein, quand vous regardez les prévisions météo sur votre ville, vous avez difficilement une prévision qui va au-delà de 15 jours. En fait, les prévisions saisonnières de Météo France sont très incertaines quant aux pluies. Donc, c'est difficile de savoir. Par contre, ça n'empêche pas qu'il faut anticiper. Et c'est ce que fait l'État en ce moment, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'avec cette sécheresse hivernale, on allait être beaucoup plus vulnérable à une potentielle sécheresse cet été. Et donc, le BRGM a modélisé, en fait, dans un scénario du pire, les secteurs où on risque d'être très rapidement atteindre en fait des niveaux d'alerte et de crise sécheresse. Donc là, ça concerne essentiellement le Massif central, la côte aquitaine jusqu'en Normandie, en passant par le bassin parisien. C'est ces grandes nappes qui ne se sont pas assez suffisamment rechargées cet hiver. Effectivement. En plateau, du coup, la sécheresse, ça vous évoque quoi au quotidien ? Ça va être compliqué. La sécheresse au quotidien, c'est déjà, on est déjà en plein dedans avec. Et oui, on est qu'au printemps, c'est ça qui est catastrophique. Avec le département des Bouches-du-Rhône, le Var, on est déjà en alerte, en crise. Oui, les Pyrénées-Orientales. Il semblerait que Météo France a dit que les départements déjà du sud de la France ont déjà atteint un niveau de sécheresse du mois de juin, alors qu'on est je crois que les nappes phréatiques, elles sont à 70% en déficit, donc c'est déjà énorme, ce qui va impacter déjà au niveau de l'agriculture, mais aussi au niveau des activités touristiques, on va dire qu'on va les mettre en dernier, mais il y a aussi tout ce qui est dans le coin, on a quand même pas mal des petites centrales nucléaires qui se refroidissent avec de l'eau. Et voilà, en tout cas pour plein d'activités, on a besoin d'eau et là il va y avoir des déficits. Donc, alors il y a le plan eau effectivement qui a été lancé, mais ça fait depuis longtemps que l'État effectivement réfléchit en concertation avec les associations pour. Il y a des comités de l'eau, il y a plein de gens qui sont autour de la table pour voir comment et il y a déjà plein de choses qui sont faites et qui là avec le plan eau vont se concrétiser et être mis en œuvre enfin on espère et pour de vrai sans qu'il y ait de dérogation. Après on va pas parler forcément des grandes bassines et des golfs, mais voilà, on est un peu là dans un problème il y a une ressource qui est un peu vitale avec des villages l'année dernière où il y a des villages où l'eau potable a été coupée, hein. Coupée. Et oui, on recevait de l'eau en bouteille par camion. C'est déjà le cas, je crois, dans un village, je sais pas, en Pyrénées-Orientales ou je sais plus où. Ouais. Et oui, tout à fait. Là où ça devient bizarre, j'allais dire, c'est qu'on a l'impression que les gens sont dans le déni. Je sais pas, vous autour de la table, vous êtes. Alors je vois Antoine qui acquiesce. On a l'impression que l'eau coule au robinet, tout va bien, on en parle. Mais vous autour de la table, tous autant que vous êtes conscients de ce problème d'eau, mais ça donne cette impression-là. Les gens aujourd'hui sont dans le déni. Alors, je sais pas si c'est... oui, il y a une forme de déni, mais c'est pas que du déni. Moi, en tant qu'urbain, j'ai l'eau à mon robinet. Donc, entre le fait qu'on me dise qu'il y a une sécheresse autour de moi et le fait que j'ai toujours de l'eau au robinet, déjà, c'est pas si évident que ça. Mais après, nous, alors ça va être très différent selon les régions. Aussi, nous, on est dans une région où, historiquement, on est en climat méditerranéen. Donc, depuis toujours, depuis des centaines d'années, il y a des transferts d'eau. Il y a le pont du Gard. Il pleut pas pendant 3 mois, c'est normal. Et il y a le pont du Gard, on avait déjà des aqueducs, on faisait déjà des transferts d'eau sur le territoire. Et donc, en fait, on a l'impression qu'on est sécurisé. En fait, on a un territoire où on parle peu de sécheresse et on avait l'impression d'être sécurisé depuis très très longtemps. Ça veut dire que c'est très très sec, mais on a l'eau des Alpes, il y a des milliards de mètres cubes. Et on avait un discours un peu comme celui-là. Donc oui, heureusement, on a des transferts d'eau, on est relativement sécurisé. Sauf qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des très très fortes tensions malgré ces réserves. Et puis, tous les territoires ne sont pas sécurisés, hein. On a des territoires qui ne sont pas sous transfert d'eau, qui sont des territoires déficitaires. Et là aussi, il y a des vraies questions. Et c'est dans ces territoires-là, généralement,
qu'on a eu, je crois, l'été dernier, oui, 42 villages qui ont été approvisionnés. Ouais. Donc, voilà. Et Avec aussi peut-être effectivement dans cette tout le monde n'est pas égaux par rapport à la ressource eau. Il y en a qui en ont beaucoup, il y en a qui en ont moins. Il y en a qui pensent qu'elle est infinie et d'autres qui savent, parce que culturellement, parce qu'ils sont un peu isolés, qui sont pas forcément raccordés, où ils savent Et puis que en c'est France, on a précieux. toujours l'habitude d'avoir de l'eau. On se posait pas ces questions-là il y a En 10, France, 20, mais- 30, 40 ans. Mais c'est vrai Voilà. particulièrement en Provence. Enfin, je veux dire, tout le monde connaît Manon des Sources. Enfin voilà, le problème Ouais. de l'eau et le manque d'eau, c'est quelque part un peu culturel. Mais à un moment donné, on pense qu'on en a beaucoup. Par exemple, cet été, alors qu'il y a déjà des villages qui étaient effectivement approvisionnés en eau en camion, toutes les communes littorales ont mis quand même un petit peu de temps. Il y a eu une espèce d'inertie Pour couper les douches, pour se par dire- exemple. Pour couper les douches sur les Ouais, plages. ouais, ouais. Donc Aberrant, c'était, mais- nous on n'est pas concernés, oui, parce que il y a le tourisme et que les douches sur les plages pour rincer les jouets des enfants, c'est quelque chose comme acquis. Donc il y a eu une espèce de, c'est pas vraiment un déni, mais une espèce de non prise de conscience. Nous, ça nous concerne pas. Mais en psychologie, la non-prise de conscience, c'est un peu du déni. Et je pense que, d'une certaine manière, ne pas voir la vérité en face, c'est aussi une façon de pouvoir se prémunir de l'impact que ça aurait sur le plan psy. De se dire, ça va être dangereux, en fait. Je vais être en danger pour ma sécurité. Donc, pas prendre conscience de ça, c'est aussi une manière de se protéger et pouvoir continuer à vivre de manière saine pour soi, en fait, et équilibrée. On a une réaction de Fabien qui nous dit c'est normal qu'il y ait du déni quand on voit de l'eau potable couler fortement, par Flot. exemple, au gros cerveau. Donc ça Ouais, n'arrive. c'est une montagne ici. Et on va dire. apparemment, il y a ça parce que les barrages seraient trop pleins. Donc on laisse couler de l'eau potable. Est-ce que ça... Sérieux? Oula, ça va faire hérisser Charlène là. Ça l'a fait Alors, 60 secondes. Vas-y, Charlène. Et après, Ça on m'étonnerait. parler des glaciers. Après, oui, on parlera oui, des oui. océans, des glaciers et tout, vous inquiétez pas. Ouais. Ça m'étonnerait en fait, quand l'eau potable, elle sort d'une usine de potabilisation. C'est en général, l'eau, elle subit un traitement plutôt simple, enfin relativement simple. Quand l'eau sort d'un barrage, en général, c'est de l'eau brute. Mais quand bien même, en fait, on laisse couler de l'eau en aval d'un ouvrage, bien souvent, c'est pour alimenter autre chose que nous, en fait, les humains. Et jusqu'à maintenant, on n'a parlé que de nos usages à nous, hein, de la douche au golf, etc. Mais on a complètement oublié, et on ne parle absolument pas des besoins en eau des milieux aquatiques. Et ça, c'est impressionnant, en fait. Alors déjà, on a très peu conscience de la question de l'eau. On pense qu'on est prémuni, effectivement, de ces sécheresses et qu'on va vivre dans un pays d'abondance. Mais en fait... Parce qu'on était habitués en France. On est... Mais il Oui, va falloir je pense. arrêter Et- ces habitudes. Alors, il y a deux phénomènes. Il y a à la fois la croissance économique d'une manière générale et la croissance des besoins en eau qui ne cesse d'évoluer. On est toujours dans une pente ascendante d'augmentation des demandes en eau, en fait, une demande en eau économique d'une manière générale, que ce soit pour produire notre énergie, notre agriculture ou de l'industrie ou pour l'eau potable. On va tout le temps, en fait, prélever toujours plus de l'eau. Et finalement, c'est peut-être pas tant le fait qu'on ait moins d'eau, mais plus nos besoins qui augmentent. Aussi, les tensions qui apparaissent, elles apparaissent sur les milieux aquatiques où on s'aperçoit que justement en prélevant trop d'eau, on provoque plus d'assec dans les rivières. On a des algues qui apparaissent plus souvent, une eau qui se réchauffe, et ça c'est facteur de propagation de maladies, de choses comme ça. Et c'est des choses qu'on ne voyait pas avant. Donc vraiment, avoir en tête qu'on est aussi dépendant d'un écosystème aquatique. La biodiversité, on n'en parle absolument pas ici, mais c'est vraiment essentiel. Si on ne laisse pas assez d'eau couler dans les rivières, c'est notre propre perte en fait. On signe vraiment, on est dépendant, les êtres humains font partie d'un écosystème. De la chaîne alimentaire complète. Hein. Voilà, on doit respecter cet équilibre. Justement, quelles sont les mesures à prendre pour atténuer les effets de la sécheresse, notamment en matière de gestion de l'eau et d'adaptation des pratiques agricoles ? Alors là, il y en a plein. Bon, c'est évidemment pas le plan eau annoncé par le gouvernement, bien qu'il soit intéressant, qui va changer la face du monde de l'eau. Mais on a plein de solutions. Et en fait,
on les connaît, elles sont éprouvées. Pour l'agriculture, les solutions d'agroécologie, de couvrir les sols. Quand vous vous baladez en hiver, bon là maintenant c'est fini, mais les sols qui sont laissés à nu en hiver, ça devrait être interdit, c'est une aberration. On ne couvre pas les sols, alors que c'est justement là où il faut pour faire des économies d'eau, il faut laisser l'eau dans les sols, laisser l'eau dans les nappes, donc couvrir les sols, des pratiques pourquoi ? Pour pas que ça s'évapore, c'est ça ? Voilà, pour pas que ça s'évapore. Pour que ça pénètre au fond de la terre et dans les nappes phréatiques. Voilà, exactement. Donc, il y a des pratiques d'agroécologie, de conservation des sols qui permettent de garder l'eau dans les sols. Donc, il faut les couvrir. Il y a l'agroforesterie qui est hyper intéressante pour, avec les arbres, justement, travailler sur la rétention d'eau dans les sols en augmentant le taux de matière organique. On a les méthodes, alors là, c'est propre à l'hydrologie régénérative, mais des méthodes de keyline design qui sont des méthodes de conception pour ralentir l'eau qui va tomber sur une parcelle. On a un ensemble de pratiques qui sont déjà éprouvées en France, ailleurs dans le monde. Il faut les développer, il faut les déployer à grande échelle pour régénérer ce cycle de l'eau. Donc ça concerne plus l'agriculture. Maintenant, chez soi à la maison, on a tous évidemment des petits gestes qu'on peut faire au quotidien. Mais le plus important, et je ramène avec l'agriculture, c'est la question de l'empreinte eau. En fait, on ne consomme pas 150 litres d'eau par jour, on consomme 4900 litres par jour. C'est notre empreinte eau et c'est à 85% lié à notre alimentation. Et c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. On a complètement perturbé le cycle de l'eau pour notre agriculture, pour notre alimentation. Donc, si on change notre alimentation, on régénère le cycle de l'eau. Changer notre alimentation, ça veut dire déjà avoir un régime moins carné, parce que ce qui pèse vraiment dans la balance, c'est ça. Avoir une alimentation locale, de proximité, biologique, paysanne, ce que vous voulez, qui va permettre de justement protéger les sols, garder l'eau dans les sols, dans les cours d'eau et dans les nappes. Nathalie, quelque chose à rajouter sur les solutions à court terme et à long terme ? Ces solutions, elles sont déjà envisagées par les SDAGE qui prévoit au niveau des plans régionaux, territoriaux de comment faire dans des concertations. Donc effectivement, c'est les débits réservés qu'on va laisser à la nature pour quelle place, quelle priorité on donne à la nature pour continuer à exister et nous donner ces services, ces écosystèmes. Il va falloir être plus sobre, finalement. Et la base, ça serait effectivement revoir de base notre consommation d'eau et comment on peut faire pour consommer moins d'eau. Alors ça peut partir de la consommation de l'individu. Qu'est-ce qu'on fait dans la douche, mettre dans les toilettes des débits plus faibles, plus faibles pour pas dépenser 14 litres pour une chasse d'eau. Et donc de plus en plus, on entend parler. Enfin, moi, quand je parle un peu avec mes voisins, avec des gens, c'est tous. Maintenant, quand je prends une douche, je récupère l'eau, je vais arroser mon petit jardin devant. Ça passe par là, mais c'est aussi effectivement à une échelle plus large, s'éduquer, une sensibilisation à la sobriété comme on l'a pu le faire pour la sobriété énergétique d'électricité, il faut le faire surtout maintenant sur toutes les ressources en fait. On se rend compte qu'on exploite trop les ressources de la terre. Voilà, et déjà cette prise de conscience là, ne serait-ce nous au niveau de la Méditerranée, on a beaucoup des communes qui vivent du tourisme. Le tourisme, à un moment donné, ça a un impact aussi, et cette ressource en eau, elle n'est pas éternelle, et ça pèse énormément sur la vie des habitants locaux. Élodie, justement, c'est beaucoup de bouleversements dans une vie, tous ces changements. Comment on peut faire mentalement pour être bien et pas trop bouleversé, justement? J'avais juste une question juste avant. C'est est-ce que le fait de demander des efforts finalement aux particuliers sans finalement demander des efforts aux industries qui sont, selon moi, après je suis pas une spécialiste, mais ça peut sembler injuste en fait pour la population de se dire qu'elle doit se serrer la ceinture alors que finalement le particulier, il me semble que c'est pas le plus gros pollueur. Oui, c'est clair, il y a une distorsion là en termes de ce qu'on va demander à l'individu et qui va finir par se dire moi je suis puni, on me demande de faire un geste alors qu'en fait il est minime par rapport à en fait et ça c'est que on l'a ressenti au niveau de la crise énergétique, aussi bien au niveau de ce qu'on demande au niveau de la sobriété. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 2 poids 2 mesures qui sont pas très, très cohérents et qui demandent effectivement à être remis un peu à niveau.
C'est ça, il y a une notion en fait d'injustice qui est assez vécue et c'est certain que la situation, je pense que pour la population, est vécue de manière assez négative parce qu'ils ont l'impression d'être impuissants et que même s'ils faisaient des petits efforts dans leur vie quotidienne, ça aurait un impact minime sur la problématique globale en fait. Oui, c'est valable au niveau de l'individu, mais c'est aussi valable. Oui. Pardon. Parce que là, on va redonner un peu les ordres de grandeur. L'industrie, c'est 8% des prélèvements d'eau à l'échelle nationale, tandis que l'eau potable, c'est 17%. Alors après, ça dépend des régions, ça dépend du moment aussi où on en aura besoin. Ce que je veux dire, c'est que la technique d'opposer les usages entre eux, je suis pas très favorable. Je préfère qu'on embarque tout le monde dans la coopération et faire que tout le monde fasse des efforts, vraiment se sente concerné. Ça vaut aussi pour la question climatique et énergétique. Mais là, en fait, ce dont il est question, c'est de savoir quelles sont nos priorités vis-à-vis de l'eau. Est-ce que c'est pour la boire? Est-ce que c'est pour la skier sur de la neige artificielle? Est-ce que c'est pour la manger à travers notre alimentation? Donc et ça, en fait, cette priorisation, elle est faite au sein des comités sécheresse où siègent des élus, où siègent des préfets, et donc les élus et les préfets et donc les acteurs ont leur mot à dire, et indirectement les citoyens, sauf que les citoyens, on les entend pas forcément dans ces instances-là. Donc c'est vraiment en s'appuyant sur les élus qui sont des relais pour appuyer justement cette priorisation des usages, savoir qu'est-ce qui est important finalement pour une population. Et c'est ce qui se fait avec justement les élus et les préfectures quand elles prennent des décisions sur les niveaux d'alerte. Plus le niveau d'alerte monte et voilà, et au début on peut arroser tout n'importe quoi, laver sa voiture, etc. Et puis à la fin on peut juste boire de l'eau au robinet, quoi. Donc c'est déjà fait aujourd'hui tout ça. Oui, mais on assiste à pour avoir vécu des comités sécheresse, parfois des conflits d'intérêts entre certains acteurs qui souhaitent garder évidemment leur usage de l'eau. Et ça, en fait, c'est très problématique, même d'un point de vue démocratique. Oui, donc c'est pas si simple que ça, effectivement. On va dériver tranquillement sur de l'eau en abondance, hein, Mylène, clairement. Après avoir parlé du manque d'eau, on passe à l'eau liquide, l'eau en abondance, et surtout celle des océans, des mers. De l'eau, on le sait, c'est pourtant paradoxal quand même, parce que 72% de notre planète est recouverte d'eau liquide, mais la majeure partie, elle est quand même salée. Alors à l'avenir, est-ce qu'on ne devrait pas peut-être dessaler cette eau de mer pour subvenir aux besoins d'eau douce? Nathalie? C'est une bonne question, ça. Hein. C'est une super bonne question, parce qu'effectivement, il y a un tas de petits malins qui se disent il y a plein d'eau, on va la dessaler. Il y a des pays qui commencent à le faire. Il y a des Alors, pays c'est énergivore, qui commencent etc., à le faire, mais... on ne sera pas obligé de le faire. Alors, obligé. Alors, il y a déjà des communes qui le font en Normandie, il y a déjà Israël, il y a déjà plein de pays qui le font, mais comment dire, paradoxalement, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, nous, on n'en est pas encore à ces niveaux, enfin particulièrement en Méditerranée, parce que en fait, le dessalement, c'est c'est très énergivore. C'est extrêmement énergivore. Et bon, avec la crise de l'énergie, c'est peut-être pas le moment. Et c'est surtout, ça crée, parce qu'on enlève le sel, hein, donc le sel à un moment donné il reste, ça crée de la saumure et qui est rejetée dans les milieux aquatiques, et ça la biodiversité elle aime pas du tout. Donc en fait c'est une solution qui peut être adaptée à certains pays où il manque beaucoup plus d'eau que nous, ou alors par exemple en Normandie où ils sont à côté d'un océan qui est beaucoup moins salé. Il se trouve que la Méditerranée c'est la mer la plus salée de la planète et que elle est fermée et que en fait il y a beaucoup d'écosystèmes côtiers qui supporteraient pas vraiment la chose. Donc en fait, ça serait une solution qui serait bien pire que, sachant que pour l'instant, justement, il y a quand même encore des moyens qui sont, comme on l'a dit, au niveau du plan d'eau, c'était les recherches d'eau, la sobriété, faire la chasse aux fuites. Oui, il y a d'autres étapes plus simples. Voilà, il y a déjà beaucoup de choses à faire avant la salinisation, en tout cas en Méditerranée. Ça, c'est, au niveau des écosystèmes, c'est sûr. Mais justement, on parle de la Méditerranée avec le réchauffement actuel du climat. On a vu aussi le réchauffement des océans. L'été dernier, un record absolu dans la mer Méditerranée. On a enregistré le 24 juillet 2022 30,7 degrés.
du jamais vu au large de la Corse. Quelles sont les conséquences de ces chaleurs de l'eau et quel est l'impact sur le long terme ? Sur le long terme, on peut l'imaginer. Maintenant, sur le court terme, on le voit déjà, puisqu'en fait, les espèces marines, il y en a qui bougent. Et donc, si l'eau est trop chaude, elles vont bouger et elles vont plonger plus profond là où l'eau est plus fraîche. Le problème, c'est les espèces fixes. Les coraux, les gorgones, les anémones, enfin les éponges, qui, elles, par contre, elles peuvent pas bouger et elles vont devoir supporter ou ne pas pouvoir des élévations aussi fortes de l'eau. Et une des conséquences déjà de cet été, ça a été notamment sur les gorgones, on a assisté à une très très forte mortalité d'un coup. Et là, c'est pas progressif, c'est-à-dire que une espèce, un animal qui meurt, il meurt tout de suite. Enfin, je veux dire, c'est définitif, c'est d'un coup, voilà. Donc, il a suffi d'un été, et là, les gorgones rouges, il y a une grosse perte. Après, au niveau de l'élévation des températures, ça favorise les bactéries, tout ça. 30,7 degrés, c'est quand même exceptionnel. C'est énorme. Alors après, il y a une certaine résilience, où il y a ça peut supporter. Le truc, c'est quand ça reste longtemps, en fait. Si ça reste 2-3 heures à 27 degrés, 30 degrés, ça passe. Si ça reste pendant une semaine, voilà. Et là, notamment, une inquiétude qui existe, c'est sur la Posidonie, où on sait qu'à partir de 27 degrés, on commence à avoir une augmentation de la mortalité. Et alors, pareil, après, c'est en fonction de la durée, combien de temps ça va durer. Mais ce genre d'épisode un petit peu trop répété souvent, ça peut avoir un gros impact sur la biodiversité marine. Et là, du coup, une fois que c'est mort, c'est mort. Donc là, il y a de quoi craindre beaucoup, notamment après l'élévation des températures. C'est aussi beaucoup d'espèces invasives qui vont remonter de la mer Rouge et qui vont commencer à coloniser un petit peu le nord de la Méditerranée. On le voit dans l'air avec les moustiques tigres qui commencent à... Un peu le même genre, voilà. On a un petit peu les poissons lièvres, on a des poissons, enfin des trucs un peu pas sympathiques. Et... tout est déstabilisé. Un petit peu les méduses. Voilà. Enfin, on va avoir beaucoup de bouleversements au niveau de la biodiversité qui vont dérégler en fait le cycle du vivant et qui vont un peu tout mettre en danger la Méditerranée telle qu'on la connaît. Ouais, et pour parler des autres mers et océans aussi, on se rend compte que certes, ces océans absorbent énormément de la chaleur qui est directement créée par les activités humaines, mais aussi énormément des gaz à effet de serre. Et en fait, malheureusement, ces océans, ce sont des puits de carbone extraordinaires pour nous. Ils nous rendent tout un tas de services, gratuitement, comme les toute forêts, l'année, au-delà de la biodiversité. Et en fait, il y a un vrai problème qui est lié à l'acidification des océans. Moi, je le vois bien, ici dans l'Arctique, on se rend compte que les océans polaires, donc les plus froids sur Terre, ils ont cette capacité à être les meilleurs puits de carbone sur la planète. Et malheureusement, ils payent le prix fort. C'est que lorsque le CO2 commence à se dissoudre dans l'eau froide des océans polaires, ces océans deviennent de plus en plus acides, les eaux deviennent corrosives et vont aller carrément attaquer le début de la chaîne alimentaire sous-marine. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que l'Arctique est vraiment vu aujourd'hui, donc au nord, est vraiment vu comme un Eldorado de la pêche pour les décennies à venir. J'entends sans arrêt l'Arctique va nourrir le reste de la planète dans les décennies qui arrivent. Je vois qu'Antoine est d'accord en plateau, il va nous dire 2-3 mots sur le sujet. Ouais, voilà. Alors malheureusement, on est en train de se rendre compte que si on dépasse les 1,5 degrés, l'acidification des eaux en Arctique risque d'être irréversible sur des périodes de 50 000 à 70 000 ans. Et on y est presque, donc avec des malheureusement. conséquences sur toute la chaîne alimentaire sous-marine. Antoine. Oui, non, là, j'ai plus grand-chose à rajouter. C'est très vrai. Et en fait, quand on prend l'augmentation de la température de l'eau et l'augmentation de l'acidité, ça, c'est deux facteurs aussi qui vont arriver en synergie sur pas mal d'organismes marins. Donc, et là, on est sur des tendances longues. On n'est pas dans les événements exceptionnels. Ça veut dire que quasiment là, chaque année, les mers et océans ont battu un record de température à l'échelle de la planète. Effectivement, je crois que c'est 90%. Ah oui, les records s'enchaînent, s'empilent, malheureusement. Oui, c'est ça, il y a un cumul. À l'image de la température de l'atmosphère, en fait, il y a 90% de la chaleur supplémentaire à peu près qui est absorbée par les mers et océans. Donc, la température augmente graduellement chaque année sur les mers et océans du globe. Et après, effectivement, on a des événements exceptionnels.
Mais- Avec acidification et anoxie, manque d'oxygène, zone morte. Voilà. Et après, élévation du niveau de la mer. Et Heidi, je crois, je veux nous parler du El Niño. Non, mais je rajoutais Ouais. juste Oui. que c'est vrai qu'on est dans une période où on est en train de battre tous les records de température, où le climat perturbe énormément notre météo. Mais par-dessus ça, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des cycles qui peuvent encore accentuer les choses, des cycles naturels mais considérablement accentués par les activités humaines. Donc là, en fait, on ressort d'une période de relativement longue, de quelques années, où au contraire, on s'attendait à avoir des températures un petit peu plus basses que ce qu'on a aujourd'hui. Et là, l'inverse est en train de se produire. On a El Niño qui arrive. Donc ça nous Donc, annonce c'est un une phénomène période météo, d'au hein, moins c'est voilà, ça de plusieurs années, ouais, avec vraiment des augmentations de température, d'abord dans les océans qui vont forcément impacter l'air, qui risquent vraiment d'être dramatiques. Et là, vous avez évoqué très justement cette étude qui vient de sortir, Antoine, sur les records de température des océans partout sur Terre. Et bien, si par-dessus ça, on rajoute El Niño qui commence à se dessiner, les conséquences risquent d'être vraiment majeures. On vient de parler depuis une vingtaine de minutes de l'eau. On a eu un petit aperçu de tout ce qui était l'eau, la sécheresse. Mais l'eau, fake or not, je pense qu'il y a toutes les réponses dessus. C'est le livre de Charlène Descolonges qu'on retrouvera le 25 mai, il me semble, c'est ça ? C'est ça, oui. 25 mai aux éditions Tana, donc il sera disponible en ligne et dans toutes les librairies, enfin la plupart des librairies en France. Et j'entame donc à partir du 1er juin une tournée de la France à vélo pour un on va dire un trajet bas carbone, vélo plus train. Je vais je vais faire des conférences et rencontrer les Français pour leur présenter le livre et les questionner et avoir des retours d'expérience aussi, puisque ce sera en juin et malheureusement, vu ce qui nous pend au nez, j'ai envie de dire, c'est vraiment ça va être le bon moment pour en parler. On sera peut-être déjà en plein cœur de la sécheresse. Donc Sécheresse, vague de chaleur, oui, ça va être compliqué pour le vélo. C'est pour ça que du coup, il va falloir que tu nous quittes prochainement, c'est ça, dans l'émission, pour pouvoir t'entraîner demain matin. Ce que tu nous disais pour préparer l'émission. Voilà, je pars pendant 4 jours là. Donc le livre, on le rappelle, il sort le 25 mai, c'est ça, Mylène ? C'est l'eau fake or not, c'est ça ? L'eau fake or not, c'est une boîte à outils pour Mm. tout comprendre sur les enjeux de l'eau. Ok, eh ben merci beaucoup Charlène, on va pouvoir te libérer et continuer tranquillement avec Heidi Bernard sur les glaces avant de passer sur la pollution, sur l'éco-anxiété. On a beaucoup de sujets à adresser dans cette émission. Merci beaucoup Charlène. Merci à vous, à Au bientôt. plaisir. Au revoir. Au revoir. Et nous on se retrouve dans quelques instants sur votre radio. Pour réécouter toutes nos émissions, on vous donne rendez-vous sur notre site internet fautquonenparle.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Et oui, la fonte des glaces aussi est un sujet préoccupant et important. Dans certaines régions du Groenland, le réchauffement climatique atteint des records. Quels sont les effets et les causes de la fonte des glaces, Heidi ? Les conséquences de la fonte des glaces sont absolument majeures. Alors, je vais peut-être commencer par parler et Bernard, s'il te plaît, Parce que là vous allez pouvoir vous accompagne-moi. compléter tout à fait. La fonte des tout glaces, à que ce fait, soit au ouais. Groenland et dans les montagnes, tout est lié. Vous pouvez nous expliquer Voilà, tout ça. exactement. Peut-être parler justement, commencer par les glaciers de montagne, parce Pourquoi que ce sont vraiment les glaciers qui sont intimement liés aux activités humaines. Sur Terre, alors les dernières statistiques montrent que c'est 2,5 à 2 milliards d'habitants sur Terre qui utilisent l'eau des glaciers, alors qu'ils l'utilisent pour tout un tas de choses. Déjà, c'est de l'eau douce, ça c'est génial. Ouais. Donc on n'a pas beaucoup d'eau douce sur Terre, mais une grande partie va venir de la neige et de la glace. C'est de l'eau qui est utilisée pour tout ce qui est sanitaire, la production d'hydroélectricité, pour irriguer nos cultures. Les glaces, pendant l'été, fondent naturellement. alors Alimente plus ou les moins. rivières et Alimente permettent les rivières, d'irriguer les alimente vallées. nos fleuves. Exactement, et on a une agriculture qui a vraiment besoin d'eau en ce moment. On sait que par exemple, le fleuve du Rhône, en 2003, lors de cette très forte canicule de 2003, 40% des eaux du Rhône pendant la canicule venaient des glaciers quand même. Et le Rhône, c'est énormément d'activités économiques, de transport fluvial, c'est aussi, et ça a été évoqué tout à l'heure, des centrales nucléaires qui ont tout à fait besoin d'être refroidies en utilisant les eaux de ces fleuves-là. Et on se rend compte que ces glaciers de montagne, ce sont des véritables châteaux d'eau pour les populations. Alors, il y a des populations qui sont plus affectées que d'autres, mais je crois savoir que Bernard a étudié justement ces régions où là, vraiment, on a besoin de l'eau des glaciers pour les populations locales. Oui, avant de partir loin, dans les Andes ou dans l'Himalaya, il faut rappeler, parce j'ai écouté ce qu'on disait tout à l'heure sur
la Provence qui manque d'eau, il faut rappeler quand même que la région PACA dépend à 70% de sa ressource de deux systèmes qui sont liés à la Durance, c'est-à-dire le barrage de Serponçon dans les Hautes-Alpes et le système du Verdon. Hein. Donc, tout ça nous rappelle brutalement un peu que si les régions très déficitaires en eau ont de l'eau, eh bien, c'est grâce à la montagne. Hein. Or, qu'est-ce qui se passe en montagne actuellement ? Il y a deux phénomènes qui peuvent affecter effectivement cette fonction château d'eau. Il y a d'une part un manteau neigeux qui disparaît plus tôt maintenant. Hein. On sait bien que la neige est moins abondante qu'avant, et notamment au printemps. Et les printemps ont gagné à peu près 3 semaines à 1 mois de non-couverture neigeuse, c'est-à-dire que la neige part maintenant, alors qu'avant elle partait en mai-juin, et ça donnait lieu à une crue qu'on appelle la crue nivale. Les cours d'eau sont pleins et atteignent leur niveau maximum en juin, et bien maintenant, c'est en avril-mai. Hein, donc ça a des conséquences, c'est que évidemment, en avril-mai, on a moins besoin d'eau pour irriguer les terres, etc. Et donc, si elles ne sont pas mises dans des réservoirs, comme Serponçon par exemple, eh bien cette eau peut partir directement vers la mer. Donc c'est ce que j'allais dire, à l'avenir, il va falloir faire de nouvelles infrastructures pour stocker cette eau, pour la récupérer et l'utiliser l'été ? C'est pas impossible, bon, ça pose toutes sortes de problèmes, bien sûr, hein, mais on a été bien avisé en France, en tout cas, de construire les systèmes donc, de rétention de Serponçon et du Verdon dans les années 60. Et ça a été vraiment une vision tout à fait remarquable à cette époque. La deuxième chose qui se passe en montagne, c'est la disparition progressive des glaciers. J'imagine qu'on va y revenir tout à l'heure. Et effectivement, donc, quand vous avez des bassins versants qui sont très englacés, comme en Suisse, par exemple, dans la haute vallée du Rhône ou la haute vallée du Rhin, et bien, ce qui se passe, c'est que quand en été, quand ces glaciers fondent le plus, disons entre juin et le 15 septembre, eh bien, ils alimentent des cours d'eau qui, sinon, seraient déficitaires, puisque la plupart des cours d'eau connaissent un étiage, du moins dans les Alpes, un étiage pendant l'été. Donc, les glaciers fondent et donc ils alimentent les cours d'eau naturellement avec ces eaux de fonte. Or, nous savons bien, et nous y reviendrons, je pense, tout à l'heure, que les jours des glaciers alpins sont comptés, puisque les simulations actuellement, avec le réchauffement climatique prévu, et pas le pire, d'ici la fin du siècle, nous savons que nous allons perdre environ 90% des glaciers alpins. Hein. On voit bien sur la fameuse mer de glace, par exemple. À partir du moment où tu perds ces glaciers, eh bien, tu perds la ressource. Donc, il va y avoir deux choses qui vont se cumuler, en quelque sorte. C'est une réduction des manteaux neigeux, notamment au printemps, et qui va affecter l'eau quand on en a le plus besoin, c'est-à-dire au début de l'été. Et puis, on va voir la ressource estivale liée à la fonte des neiges diminuer progressivement. Et ça, c'est déjà étudié dans les Alpes. Il y a des simulations qui sont faites par les hydrologues et les glaciologues. Et puis, bien sûr, moi, j'ai passé 24 ans dans les Andes à étudier les glaciers et l'eau. Et donc, là, les populations andines sont extrêmement sensibilisées sur ce facteur. Et bien entendu, évidemment, l'Himalaya est vraiment capital pour plusieurs milliards de personnes qui vivent autour, en Inde, en Chine, au Pakistan, etc. Et donc, on a par exemple un bassin comme l'Indus, qui est un bassin qui n'est pas le plus calme du point de vue géopolitique, on le sait bien, et on voit bien que l'Indus, qui va augmenter encore sa population de façon considérable d'ici 2050 et 2100, eh bien, progressivement, et dans un premier temps, évidemment, il bénéficie
des fontes, de la fonte de l'eau des glaciers himalayens, en particulier la partie ouest de l'Himalaya. Et là, il y a pas mal de ressources en jeu, mais on peut dire que ces populations, d'une certaine façon, vivent à crédit, puisque cette relative abondance actuelle, eh bien, va se muter, va se transformer dans le futur en un déficit, puisque quand il y aura plus assez de masse glaciaire à fondre, eh bien, on va avoir pendant l'été des étiages extrêmement prononcés et évidemment dans une région où géopolitiquement très très sensible, avec l'Inde, je le répète, la Chine, le Pakistan, eh bien, ça promet de belles batailles dans le futur. On a une question de Patricia qui nous dit « On pense tous que les glaciers les plus menacés, ce sont ceux des pôles, mais en fait, ce n'est pas ça, c'est ceux des montagnes. C'est ça, est-ce qu'ils sont plus menacés du coup que ceux des pôles? Et pourquoi les glaces fondraient plus vite à certains endroits de la planète ?» Je pense que c'est pas la même échelle, hein. C'est pas la même échelle. On va pouvoir le comparer avec Heidi après. Oui. Ouais, Heidi nous parlera sans doute de l'Antarctique et du Groenland tout à l'heure. Je lui laisse, elle connaît bien ces problèmes. Moi, je connais bien en général les glaciers de montagne. Je pense qu'il faut pas opposer ça. On a dit tout à l'heure que les régions de montagne étaient parmi les régions du monde où le réchauffement climatique était le plus prononcé. C'est le cas également des régions polaires, hein. Donc, on sait maintenant, et en utilisant les scénarios du GIEC, en utilisant les scénarios de réchauffement selon les quantités de gaz à effet de serre qu'on va déverser dans l'atmosphère d'ici la fin du siècle, on sait donc à quoi globalement on peut s'attendre en termes de température. Et nous, glaciologues, on prend ces scénarios donc de température en montagne et on en déduit l'évolution des glaciers. Et pour vous dire seulement un exemple, les glaciers du Mont Blanc, comme la mer de glace par exemple, qui est le plus grand glacier des Alpes françaises, qui mesure encore 14 km de longueur, on sait qu'avec un scénario, et pas le pire, un scénario à 3 degrés global, on fait pratiquement disparaître les glaciers d'Argentière et le glacier de la mer de glace. Vous voyez donc quand je dis que les jours des glaciers alpins sont comptés, ben c'est pas de la rigolade, hein. On sait qu'avec l'évolution actuelle du climat et sa trajectoire future, d'ici la fin du siècle seulement, on fait disparaître l'essentiel des glaciers alpins. Donc on peut dire que les glaciers côté montagne nous servent à avoir de l'eau pour irriguer, boire, entre autres. Et les glaciers côté pôle Nord ou le pôle Sud, Heidi, la fonte de ces glaciers va avoir un impact sur quoi? Sur la montée des océans? C'est ça, voilà. La différence, elle est vraiment là. En fait, ça montre à quel point ces glaces, voilà, qu'elles soient dans les montagnes ou dans les régions polaires, sont directement liées à l'humain, finalement. D'un côté, on a ces châteaux d'eau qui permettent à 2,5 milliards de personnes de continuer de vivre là où elles sont, de mener leurs activités. Et de l'autre côté, on a ces calottes polaires. Alors, on a le Groenland au nord, qui fait à peu près 3 à 4 fois la taille de la France. Le Groenland, il contient tellement de glace que s'il perdait sa glace, le niveau des océans pourrait augmenter de 6 à 7 mètres partout sur Terre. Et si on regarde ce qui se passe au niveau du Grand Sud, autour du pôle Sud, on a l'Antarctique. L'Antarctique, c'est 23 fois la taille de la France. Donc voilà, là, c'est vraiment, on parle d'un volume de glace absolument gigantesque. Et si l'Antarctique venait à perdre sa glace, le niveau des océans pourrait augmenter de 58 mètres. Et là, on parle vraiment, même quelques mètres, hein, même quelques mètres suffisent à redéfinir complètement la surface de la Terre, nos activités économiques, là où la population est installée. Et aujourd'hui, on voit que ces deux calottes polaires, comme les glaciers des Alpes, sont en train de réagir dramatiquement, rapidement au changement climatique. Le Groenland est devenu un peu le champion du monde de l'élévation du niveau des océans aujourd'hui. Il perd tellement des centaines de milliards de tonnes de glace dans l'océan chaque année qui contribuent très très vite à l'augmentation du niveau des océans. Et malheureusement, l'Antarctique est vraiment en train de se réveiller aussi, qui contient beaucoup plus de glace. C'est ce que j'allais dire, Heidi, parce que l'Antarctique, c'est un continent dont on parle peu, et pourtant les conséquences vont être dramatiques de la fonte de toutes les glaces là-bas.
Complètement, ouais. Groenland comme Antarctique, en fait, on est en train de se rendre compte que ces calottes polaires, ce sont vraiment des géantes aux pieds d'argile. C'est vrai que vous évoquez l'Antarctique très justement. Je repoussais, j'allais dans les vieux rapports du GIEC, les tout premiers disaient on ne comprend pas très bien ce qui se passe en Antarctique, on a du mal à savoir si l'Antarctique va réagir au changement climatique ou pas. Aujourd'hui, c'est indiscutable. L'Antarctique est en train de se prendre le changement climatique en pleine face. Et il y a un phénomène très intéressant qui se déroule là-bas, je peux l'illustrer par une bouteille de champagne, par exemple. Il y a énormément de glace sur le continent antarctique. Et il y a un bouchon qui retient cette glace, qui l'empêche de se déverser trop rapidement dans l'océan. On appelle ça des barrières de glace. En fait, c'est tout simplement des surfaces gigantesques de glace qui flottent autour de l'Antarctique et qui vont stabiliser l'Antarctique tout entier. Ces barrières, certaines, elles font la taille de la France. C'est vraiment des barrières gigantesques. Le problème, c'est que on l'a évoqué tout à l'heure, l'océan, même en Antarctique, se réchauffe. On détecte des canicules sous-marines en Antarctique. Donc ces barrières qui flottent, qui sont le bouchon de la bouteille de champagne, elles se font grignoter, vraiment bouffer par le changement climatique par-dessous. La température de l'air augmente aussi en Antarctique, donc on a des canicules. Alors que c'est censé être le continent le plus froid du monde. C'est là où il y en a enregistré les records de température négative. C'est tout à fait juste, le plus froid, le plus haut, le plus sec. Moi, j'ai une station météo là qu'on a installée sur la péninsule antarctique. En plein hiver, elle nous mesure parfois des 14 degrés, quoi. Donc c'est assez fou de voir que l'Antarctique est vraiment en train de réagir beaucoup plus vite qu'on le pensait au changement climatique. Et donc c'est le bouchon de la bouteille de champagne, ces barrières de glace, elles sont en train de se faire miter par le dérèglement climatique. Et on sait que si on dépasse ces fameux 1,5 degrés qu'on rabâche depuis tout à l'heure, et malheureusement, ces barrières de glace se déstabilisent, disparaissent. Et en fait, c'est toute la glace qui était retenue derrière ce bouchon qui risque de se déverser beaucoup plus rapidement dans les océans et ainsi contribuer directement à l'élévation du niveau des océans partout sur Terre. Et je le rappelle, pour finir, qu'entre 0 et 10 mètres d'altitude sur Terre, sur les littoraux, on a 700 millions de personnes. Et donc, que l'on habite sur une côte, sur un littoral ou pas, on sera tous touchés par les déplacements de population, par les déplacements d'activité qui vont directement être liés à ce qui se passe au Groenland. Tu parles de 1 plus 1,5 degré, mais là, c'est pas très rassurant parce qu'on y est quasiment. Et ce qu'on disait en intro d'émission, il y a des chances pour qu'on le dépasse largement. On a une question de Louise. Juste pour évoquer ce point qui est vraiment très très important, c'est que les 2 degrés ou les 1,5 degrés sont évoqués maintenant depuis 2015, depuis la COP21 à Paris en plus. Cocorico. En fait, plus la science avance, notamment en glaciologie, Bernard pourra témoigner que c'est une science assez récente, c'est une science qui est en train de courir derrière le changement climatique qui affecte les glaciers. En fait, on se rend compte de plus en plus que 2 degrés, c'est presque déjà trop haut en fait pour ces calottes polaires, pour bon nombre de ces glaciers. Et donc le seuil des 1,5 degrés pour ces écosystèmes-là, il est vraiment majeur parce qu'au-delà des 1,5 degrés, on peut commencer à créer une déstabilisation du Groenland, de l'Antarctique qui risque d'être irréversible au-delà de ce seuil de température. On a une question de Louise qui a 12 ans, qui écoutait Heidi et qui dit les barrières dont elle parle tout à l'heure, est-ce qu'avec une prochaine ère glaciaire, on pourrait reformer des glaciers et des icebergs peut-être ? Ah Louis, ce serait trop un peu bien, franchement. Bon, faut peut-être attendre 10 000 ans, 20 000 ans, c'est ça ? Et alors Bernard, je vais te laisser compléter là-dessus aussi, parce que je suis sûre que tu as beaucoup de choses, beaucoup d'expériences aussi à nous raconter. En fait, là, on perturbe tellement le climat qu'on n'est pas trop sûr dans la direction dans laquelle on va sur le long terme. S'il y a une prochaine ère glaciaire qui arrive, elle ne va pas arriver tout de suite, Louise, malheureusement, elle ne va pas arriver dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Mais moi, j'aimerais bien commencer à voir les glaciers regrossir, mais là, on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire pour l'instant. Mais Bernard, je te vois motivé pour répondre à Louise. On sait que les aires glaciaires sont rythmées par des phénomènes astronomiques. C'est la position de la Terre par rapport au Soleil qui, à un moment donné, soit donne une glaciation, soit donne un interglaciaire, c'est-à-dire une période chaude. Et pour répondre, j'ai oublié son prénom, 12 ans. Petit garçon là qui est très curieux et c'est très bien. Eh bien, on sait maintenant que pour que les paramètres astronomiques redeviennent favorables à une glaciation, il faut attendre environ 40 à 50 000 ans. C'est des cycles, donc, en fait, si vous voulez, ça. on ne peut pas compter sur l'astronomie pour refroidir le climat, c'est ça le message. Nathalie,
Je voyais réagir à ce sujet. Non, je me disais comme ça bêtement que dans 40 000 ans, je serais peut-être pas toujours là. Ah oui, nous autour de cette émission. Oui, c'est sûr, mais pour les générations futures. C'est l'âge de la retraite. Oui, c'est ah ça. Oui, pourquoi pas, ouais. Mais non, c'est sûr que c'est voilà. Du coup, on a parlé des conséquences de la fonte des glaces sur tout ce qui était le réchauffement de l'eau. Est-ce qu'il y a des conséquences directes sur le climat, Bernard ? Alors, il y a des conséquences sur le climat, bien sûr, puisque nous savons que le bilan des... Ah, Bernard, petit problème de liaison avec Bernard. Ah oui, ça va pas là. Ah, là, c'est bon, c'est revenu. Bernard, bon. Oui. Nous savons que la température de la Terre est liée à son bilan d'énergie. La chaleur interne de la Terre joue un rôle vraiment négligeable. Autrement dit, ce bilan d'énergie, eh bien, c'est la différence entre ce que nous envoie le Soleil et ce qui est réfléchi dans l'atmosphère. Hein ? Et heureusement que la surface de la Terre n'absorbe pas toute l'énergie que nous envoie le Soleil, mais en garde une bonne partie. Hein, c'est là qu'on retrouve l'effet de serre. Donc, quand les surfaces blanches au niveau de la Terre sont importantes. Bernard ? Bernard, des soucis de connexion. Oui. Oui, des surfaces blanches. Oui, Bernard. Quand la Terre... donc, je suis dans un petit chalet de montagne. Hein, je suis pas près du pôle Nord, comme Heidi, mais je suis à 1500 mètres d'altitude. C'est pas très haut, mais il est possible que ma connexion soit pas excellente. Mais je répète, donc, plus la surface de la Terre est blanche et renvoie cette énergie du Soleil vers l'espace, eh bien, mieux c'est pour, si on veut lutter contre le réchauffement climatique. Or, ce qui se passe actuellement, c'est que les surfaces blanches se rétrécissent. Les surfaces blanches, bon, c'est évidemment les glaciers, mais c'est surtout de la banquise qui recouvre une grande partie du monde polaire, en tout cas dans l'hémisphère boréal, dans notre hémisphère, et puis dans une moindre mesure en Antarctique. Voilà. Donc, à partir du moment, on a déjà perdu, par exemple, 40% à 50% de la banquise arctique. Et ça fait moins de surface réfléchissante, donc, et cette chaleur du Soleil, cette énergie est absorbée par le continent et aussi par l'océan. Et il y a une deuxième chose qui est en train de se rétrécir également, c'est le manteau neigeux saisonnier. On sait bien que l'hiver, l'hiver de notre hémisphère, une grande partie des continents, comme l'Amérique du Nord, par exemple, une grande partie du Canada, une grande partie de la Russie et de la Sibérie se couvrent d'un manteau neigeux. À partir du moment où le manteau neigeux se rétrécit, à partir du moment où il disparaît plus tôt, au printemps, eh bien, du coup, le sol absorbe davantage l'énergie du Soleil. Autrement dit, c'est un phénomène qui s'entretient. On appelle ça une rétroaction positive, c'est-à-dire à partir du moment où on capte davantage l'énergie du Soleil, eh bien, l'atmosphère et l'océan, bien sûr, vont se réchauffer et ça participe au réchauffement climatique. Alors de manière positive, un petit peu pour conclure cette partie autour des glaces, comment on peut sauver les glaces, comment on peut sauver les glaciers, Bernard ? Eh bien, on ne peut pas les sauver. On peut rien faire ? On peut rien faire. Arrêter de polluer, on va bientôt en parler, on va dériver sur cette partie après. Oui. Non, mais je veux dire qu'on peut rien faire, parce que je me réfère un petit peu à des pratiques qui sont faites très très localement, en Suisse ou même dans les Alpes françaises. On met des bâches sur les glaciers. Oui, ça c'est quoi ? C'est des pansements, du sparadrap ? Ça sert à quelque chose ? Oui, c'est un emplâtre sur une jambe de bois, comme on disait avant. Hein. C'est inutile. Donc ça sert à rien, ça sert à dépenser de l'argent pour rien. Non, il y a ce qu'on disait tout à l'heure, hein, la meilleure chose qu'on puisse faire pour sauver les glaciers, eh bien, c'est d'émettre moins de gaz à effet de serre et de faire en sorte qu'à l'horizon de la fin de ce siècle, eh bien, au lieu d'atteindre ce qui serait très très raisonnable, 1,5 degré de plus
2 degrés, ça m'étonnerait qu'on arrive à 1,5 degré, hein, mais si on arrive à 2 degrés, c'est déjà très très bien. Eh bien, c'est encore bien mieux que si on va jusqu'à 3, 4, 5 degrés, c'est-à-dire si on laisse faire nos émissions et qu'on provoque un réchauffement de l'atmosphère contre lequel on ne pourra plus lutter ensuite. Oui, il y a une étude qui est sortie juste avant Noël, malheureusement qui n'a pas beaucoup fait écho parce que c'était vraiment une période de l'année assez occupée pour tout le monde, qui nous expliquait que dans le meilleur des cas, on va perdre la moitié des glaciers dans le monde. Donc là, je parle vraiment des glaciers de montagne que Bernard connaît bien. Ce qui veut dire, alors c'est catastrophique évidemment le résultat d'une telle étude, mais ce qui veut aussi dire que l'avenir de l'autre moitié des glaciers sur Terre est vraiment entre nos mains aujourd'hui. Et comme l'a évoqué très justement Bernard, il n'y a pas de baguette magique pour protéger les glaciers. Voilà, ces bâches blanches, elles balancent généreusement des microplastiques dans les glaciers, dans la neige. Donc ça, c'est pas topissime. Mais vraiment, la meilleure solution, c'est de se débarrasser des énergies fossiles le plus vite possible. Exactement, ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça on en est bien conscient, mais plus on brûle du charbon, du pétrole, du gaz naturel, voilà, toutes ces énergies-là dans lesquelles on investit encore massivement aujourd'hui, il faut bien le comprendre, participent à la disparition des glaciers et participent activement à la disparition de l'espèce humaine. J'ose utiliser des mots forts, mais il faut être très réaliste dans le sens où aujourd'hui, on sponsorise notre propre disparition à coup de subventions, à coup d'impôts avantageux pour les énergies fossiles. Donc, il est temps que ça cesse. Eh bien, merci. C'est parfait pour conclure cette partie. On va se retrouver dans quelques secondes sur votre radio. Pour ne rien rater des coulisses de votre émission, rendez-vous sur Facebook, Instagram et notre chaîne YouTube Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, seconde partie. Et oui, quand on parle réchauffement climatique, on l'associe souvent à la pollution. L'être humain détériore de jour en jour la planète. Alors la pollution joue un rôle majeur sur le réchauffement climatique. Quelles sont les causes, Stéphane, de la pollution ? C'est l'homme. C'est notre activité. Alors déjà, la pollution atmosphérique, c'est quoi ? La pollution atmosphérique, quand on pense en volume de l'air, en fait, c'est une toute petite partie. C'est moins de 0,1% du volume de l'air qui correspond à cette pollution. Pour autant, ce tout petit volume, c'est entre 48 000 et 70 000 morts par an en France. 70 000 sont des chiffres d'une nouvelle étude qui a été publiée par Lancet. Tu vois, 48 000, c'est les chiffres de Santé publique France, donc qui sont. Alors, ce petit pourcentage, il est fait de 2 types de matières. Donc, j'ai évoqué, il y a une partie des matières solides, qui sont des particules fines, de toute petite taille. Ces particules fines, elles ont de multiples sources. En gros, sur notre région, on a 30% qui viennent du transport, 30% du monde industriel et 30% de ce qu'on appelle le résidentiel. C'est en fait le mode de chauffage. Le chauffage qu'on utilise. Et dans le cas des particules, c'est pas mal de chauffage au bois qui va produire ça. Mais aussi, c'est tout un tas de gaz. Et là aussi, ces gaz sont produits par l'être humain. C'est tous les oxydes d'azote qui sont produits par la combustion du pétrole, qui sont produits par les moteurs, que ce soit les moteurs de voitures, les moteurs de bateaux, et dans l'industrie. Mais c'est aussi tout un tas de composés chimiques qui sont produits principalement par les industries. On a sur les temps de berre tout un tas de composés organiques volatiles qui sont produits. Et on a... voilà. Et tous ces éléments interagissent entre eux. Ça, ce sont des polluants primaires. Et on a un polluant, puisqu'on parle de réchauffement climatique, qui est lié avec ce réchauffement climatique, qui est l'ozone. Alors, on parle souvent de l'ozone dans la couche d'ozone, parce qu'il y a 2 types d'ozone. On a l'ozone stratosphérique, qui est tout en haut et qui nous protège, mais on a aussi l'ozone troposphérique, celui qui est à un autre niveau, et qui là est un polluant. Et c'est un polluant toxique pour l'homme, et qui est un polluant secondaire. Ce polluant, on le voit apparaître surtout en été, et c'est un mélange. D'un côté, on a, je vous ai dit, les oxydes d'azote, qui sont produits par les moteurs des voitures, des bateaux, qui vont se mélanger avec les composés organiques volatiles produits par l'industrie. Les deux, sous l'effet du soleil, produisent alors l'effet du soleil des UV ou l'effet de la chaleur ? Parce que les UV sont les mêmes. On ne se rapproche pas du soleil. Enfin, non, c'est ce qu'on appelle la photochimie. Donc c'est la radiation solaire
Mais normalement, celles-là, elles ne sont pas liées au réchauffement climatique. Si. En fait, il y en a avec la chaleur. On reçoit la même radiation le 21 juin, par exemple. Non, en fait, on a de plus en plus d'ensoleillement. Et avec le plus d'ensoleillement, voilà, c'est ça. On a cette augmentation. Maintenant, ces phénomènes-là, voilà, donc on a ces phénomènes d'ozone qui vont apparaître. Ce qu'on observe, donc là, ces dernières années, on n'a pas observé d'augmentation du nombre de pics d'ozone. C'est pas régulier. Par contre, ce qu'on s'aperçoit, c'est que là, cette année, depuis déjà 2 mois, dans nos indices de pollution, l'ozone est un polluant majoritaire. C'est-à-dire, on n'est pas dans des seuils importants, par contre, on est à un niveau élevé. On a des niveaux qui restent élevés. C'est tôt. C'est très tôt. Normalement, c'est plus tard que l'ozone augmente. Et après, on va arriver sur la période estivale où on va avoir ces fameux pics d'ozone avec des mesures préfectorales, mais aussi la plupart des polluants. Donc, quand j'ai parlé de ces 48 000 morts par an, c'est une exposition à long terme pour la plupart des polluants avec les particules fines, c'est ça. C'est une exposition régulière. Par contre, l'ozone va avoir un effet sur la santé qui a un effet de pic. Quand on a une augmentation de l'ozone, il y a une augmentation des admissions aux urgences de l'hôpital et une augmentation des problèmes cardiaques. Donc on a vraiment un effet de pic pour les personnes sensibles. Donc c'est pour ça que quand on a des pics d'ozone, il faut vraiment faire attention à limiter les efforts et pour les personnes sensibles. Donc nous, depuis quelques mois, on a sorti un nouvel indice qui s'appelle un indice cumulé de l'air, qui est ICAR-H, qui permet d'avoir une prévision heure par heure pour arriver à se repérer. Et on a voulu notamment sortir ce nouvel indice parce que on avait jusqu'à présent, alors c'est un peu de la salade, un indice qui est composé par le polluant maximum. En fait, il se trouve qu'avec l'ozone, dans les périodes les plus fortes d'ozone, on va avoir plus d'ozone en dehors des villes que dans les villes. Pourquoi ? Parce que l'ozone des villes est mangé et consommé par d'autres polluants. En fait, il y a un cycle, ce qui fait qu'on aura moins d'ozone à Marseille qu'à Plandops. Pour autant, à Marseille, on aura moins d'ozone, mais on aura plus de particules fines et on aura un total qui sera supérieur. C'est pour ça qu'on a sorti ce nouvel indicateur pour aider les gens justement à caler leur activité heure par heure. Donc je vous invite à venir voir sur notre site d'Atmo Sud. On peut retrouver ça sur les homologues dans d'autres régions de France, par exemple en région parisienne ou autre ? Non, en fait, l'indice ICAR, on est les premiers à avoir sorti un indice cumulé. Donc, il va falloir discuter avec vos collègues un petit peu partout en France. Voilà, on est les premiers à avoir sorti un cumulé. Sur Air-Tarif, par exemple, je crois. Non, mais voilà. Eux, ils font par rapport au maximum. Nous, on fait une somme de tous les polluants, c'est la somme de tous les dangers. Et on estime que, surtout dans nos régions où l'ozone est important, c'est vraiment important pour pouvoir bien caler son activité. Et donc, on propose, vous pouvez regarder à n'importe quelle heure, sur n'importe quel point, vous cliquez sur notre carte et vous avez, au point où vous êtes, la courbe de l'évolution de la pollution pour justement favoriser vos activités au moment où il y a le moins de pollution. C'est-à-dire faire son jogging, il vaut mieux le faire loin des sources et au moment où c'est le plus favorable. Et donc, cette ozone-là est alimentée, donc c'est un ozone global, mais qui, dans des endroits ponctuels, va être encore plus fort. Antoine ? Dans cette ozone, il y a aussi une composante dont tu n'as pas parlé, c'est la végétation. En fait, la végétation émet aussi des composés organiques volatiles. C'est dans une pinède, quand on marche dans une pinède, c'est l'odeur de pinède qu'on a très fort l'été. Et ces composés organiques volatiles vont être aussi transformés en ozone. Et on se rend compte de plus en plus que la végétation contribue au pic d'ozone pendant notamment les vagues de chaleur. D'autant plus que plus il fait chaud, plus la végétation a tendance à émettre ces composés organiques volatiles. Donc là, on a un effet du changement climatique sur la biodiversité, sur les peuplements forestiers, voilà, qui aura elle-même un effet sur notre santé. Oui, alors, effectivement, ça peut être compensé par la sécheresse, mais en même temps, voilà, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les pics d'ozone aussi augmentent, parce que la végétation, en fait, démarre de plus en plus tôt. Et là, on arrive dans des périodes où la végétation est déjà en activité. Disons que voilà, nous, sur la région, avec nos zones industrielles, on aperçoit réellement quand on a un pic, quand il y a des relargages de COV, c'est dans des quantités assez importantes, elles vont bien se combiner. Et c'est vrai qu'on a une dynamique on a la zone d'ozone qui va se créer, des bulles d'ozone qui vont se créer sur la zone de l'étang de Berre, où on rencontre la pollution automobile marseillaise avec la pollution industrielle. Et la bulle d'ozone commence, elle va augmenter avec la chaleur.
Et cette bulle d'ozone, elle peut glisser jusque dans les Alpes. Alors, est-ce que Donc, ça on a s'amplifie vraiment- tout ça, Stéphane, depuis ces dernières années? Et du coup, forcément, ça contribue au réchauffement climatique, à Alors, notre climat. Il y a une auto-alimentation. Nous, on n'observe pas. Je veux dire, on observe une augmentation des niveaux moyens de l'ozone. Mais non, Donc surtout lié aux radiations solaires supplémentaires qu'on reçoit, voilà. parce En fait, que c'est de plus en plus beau. C'est global. C'est global parce que on était plutôt sur, comme on a une baisse aussi bien des oxydes d'azote que des COV, c'est-à-dire les industriels et les voitures font moins de pollution. Oui. Et pour autant, on a ce niveau qui continue à augmenter. Qu'est-ce qui se passe? C'est que normalement, si on diminue, on est dans un paradoxe, on diminue les deux sources d'émissions. Mais ça continue à augmenter. Et ça continue Oui, pourquoi? d'être fort. C'est justement la compensation avec les radiations, voilà, mais qui est liée à notre réchauffement. Voilà. En fait, on a déclenché une mécanique, un mauvais cycle. Hein, on en parlait tout à l'heure. Mais là où ça se retrouve, c'est que justement cette activité humaine, c'est celle aussi qui va produire le CO2, qui va alimenter ce réchauffement climatique. C'est un vrai cercle vicieux, hein, clairement. Dans les effets qui ont pu être rapportés, dans les effets secondaires des plus vicieux, c'est que l'augmentation des niveaux d'ozone va appauvrir certains végétaux. Et notamment, il est montré que les légumineuses vont produire moins, en fait, vont être moins riches et produire moins de calories pour les gens qui le consomment avec l'augmentation des niveaux d'ozone. Et comme il y a toute une partie en Asie de la population dont c'est une ressource de protéines très importante, si elles deviennent moins riches, ça va poser de réels problèmes. Donc on a ce cercle de l'activité humaine. Et on le voit, nous, au niveau de la pollution. Si on joue sur l'activité, ce que je vous ai dit pendant le confinement, qui a été, pour nous, à Atmosud, où on est souvent habitué à communiquer dans les moments négatifs et des nouvelles mauvaises. Justement, attention, c'est dangereux, ne sortez pas. Là, on avait une période qui était triste, mais on avait des bonnes nouvelles à donner. C'est-à-dire qu'on a pu observer de réels effets. Et ça a pu être un laboratoire. Ça a permis aussi à certaines collectivités de développer plus de pistes cyclables et de réfléchir à des alternatives. Quand on pense aux sacrifices qu'on peut faire, il y a des sacrifices qui sont importants. Sur les grandes métropoles, sur Marseille, c'est 60 à 70% des déplacements en voiture sont pour des trajets de moins de 4 km. Voilà, la voiture, c'est des gaz polluants, c'est du CO2, c'est de l'énergie. Oui, autant prendre des moyens de transport doux. Voilà. Il y a tout un tas d'alternatives qui peuvent être mises en place. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir développer dans les années futures. Tout à fait. Et vivre différemment. C'est pour améliorer sur notre qualité de l'air et notre espérance de vie. C'est un des chiffres que vous avez cité. Ça va être d'accord avec la psychologie bientôt. Voilà, c'est 2 ans. Anxiété. Voilà, 2 ans d'espérance de vie en moins du fait de cette pollution atmosphérique. Bernard, quel est l'impact de la pollution sur les montagnes? Parce qu'on peut se dire que c'est un endroit qui est moins pollué, par exemple, qu'une métropole. Eh bien, il ne faut pas croire. Par exemple, je citerai un exemple d'un carottage qui a été fait par mon équipe de Grenoble sur le col du Dôme. Le col du Dôme, ça se trouve sur la voie normale du Mont Blanc à 4200 mètres d'altitude. Eh bien, dans ce col du Dôme, et c'est là qu'on voit l'intérêt de l'archivage de la pollution par les glaciers, eh bien, on trouve aussi bien des traces de la métallurgie romaine, on trouve des traces de plomb, donc qui datent du début de notre ère. On trouve des traces de la... Ah oui, Bernard, on a encore perdu Bernard. Il est dans la montagne, c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure avec sa connexion. Oui, c'est revenu Bernard. Donc, je disais qu'on trouve aussi bien dans la glace des traces de la métallurgie du plomb qui datent de la période romaine. On trouve également donc des traces de la radioactivité de l'explosion du réacteur de Tchernobyl. Et on trouve, in fine, l'arrivée de tous les polluants liés au transport automobile, liés au tunnel du Mont Blanc, puisqu'on sait bien qu'une des régions les plus polluées des Alpes, et peut-être la région la plus polluée des Alpes actuellement, c'est la vallée de l'Arve, c'est tout ce tronçon qui va de Salanches jusqu'à l'entrée du tunnel. Pour le peu qu'il fasse beau et qu'il y a un anticyclone qui écrase tous ces polluants à terre, alors là c'est catastrophique. Exactement. Si ça l'écrase, c'est mauvais pour les habitants. Si il n'y a pas cet anticyclone et que ça monte, eh bien ça se dépose sur les glaciers à plus haut niveau. C'est pas mieux. Et donc c'est pas mieux. Et on les retrouve dans l'eau après. Voilà, on le retrouve dans l'eau. Moi j'ai fait des carottages également dans
pas mal dans les Andes de Bolivie et du Pérou. Et ce qu'on trouvait beaucoup, c'est des traces de la combustion de la forêt amazonienne. Et là, c'était sous la forme de grosses particules de carbone suie, hein, typiquement de la mauvaise combustion, donc on retrouve qui monte avec les vents depuis l'Amazonie jusqu'aux Andes, et on trouve ça à 6000 mètres d'altitude. Voilà, ce que je voulais dire là-dedans, c'est qu'effectivement, aucune région du monde, et puis que dire des carottages. C'est pas parce qu'on est à la montagne qu'on va respirer un air pur. Pas spécialement. Et donc, on a beau être en montagne, on sait que, par exemple, les abords de l'Everest, du côté népalais, sont très, très pollués par la montée des polluants qui viennent des vallées du Népal. Bon, c'est de la combustion de bois, utilisée comme combustible dans les vallées, mais ça vient aussi de plus loin, hein, ça vient une combustion brune, hein, qui vient de cette grande région industrielle qui va de l'Inde jusqu'à la Chine du Sud. On a une question de Marion pour Heidi, justement. Est-ce qu'on retrouve cette même pollution particules, mais aussi plastique, du côté du pôle Nord ? Oui, merci Marion, super question. En effet, malheureusement, on retrouve aussi cette pollution atmosphérique qui se dépose sur la neige et la glace dans les régions polaires. J'ai des amis qui travaillent là sur la partie ouest du Groenland, de la calotte polaire. Et il faut s'imaginer qu'il y a des secteurs où la glace, elle est noire. Elle est complètement recouverte de particules, complètement recouverte de suie. Alors, une partie de cette suie, elle vient en fait des feux de forêt des États-Unis. Donc, toute cette fumée, toute cette suie, oui, on pourrait faire une émission sur ça, encore, sur les feux de forêt carrément, qui vont malheureusement s'amplifier. Exactement, encore un phénomène, voilà, les feux de forêt, on pourra beaucoup en parler, qui va s'amplifier. Cette suie, malheureusement, lorsqu'elle se dépose sur des surfaces blanches, comme l'a très bien expliqué tout à l'heure Bernard, en fait, ces surfaces blanches, elles ont un rôle de stabilisation du climat qui est majeur aujourd'hui. Le souci, c'est non seulement elles perdent de la surface, mais en plus, cette glace s'assombrit à cause de la pollution atmosphérique. C'est celle qui permet de renvoyer les rayons du soleil dans l'espace. C'est ça. Voilà, c'est vraiment l'effet miroir, quoi. Plus c'est blanc, plus l'effet miroir il marche bien. Plus c'est noir, malheureusement, plus c'est l'effet inverse, plus elle se réchauffe et fond encore plus rapidement. Et aujourd'hui, on explique 30% du réchauffement de l'Arctique qui est directement lié à ce problème de la pollution atmosphérique qui se dépose sur la neige et la glace. Marion avait un deuxième aspect à sa question, qui est la pollution microplastique. J'ai croisé juste tout à l'heure dans la rue des spécialistes qui revenaient juste du terrain ici au Svalbard, qui étaient allés prélever des échantillons de neige et de glace. Malheureusement, ici, il neige des microplastiques. Donc, il y a des microplastiques dans tous les écosystèmes sur Terre aujourd'hui. Mais même ici, à 1000 km du pôle Nord, alors qu'il y a très, très peu de pollution locale, la population, elle vient de très loin. Et malheureusement, l'Arctique est un océan, donc il y a énormément de courants océaniques qui vont lécher les côtes du Spitsberg, du Svalbard, là où je suis, qui vont amener des microplastiques, mais tout le cycle de l'eau est contaminé, donc même lorsqu'il pleut ou lorsqu'il neige, ici, malheureusement, il y a des microplastiques dans tous les écosystèmes. Et là, je vais partir une semaine sur le terrain demain. On va devoir faire fondre de la neige pour avoir de l'eau à boire, de l'eau potable. On sait qu'on va se pulvériser de microplastiques parce que voilà, le manteau neigeux ici est rongé et blindé de microplastiques. On se rend bien compte, effectivement, hein, depuis le début de l'émission, tous les points qu'on aborde, hein, tout est lié et on est dans ce cercle. Hein. Et pour aller plus loin justement et pour continuer cette émission, il y a l'aspect psychologique aussi. Et en plateau, donc on a aussi Elodie, la psy 3.0. Alors ça, je ne sais pas pourquoi tu t'appelles comme ça, tu pourras nous le dire, tu es sur les réseaux. Tu vas nous parler maintenant d'un problème qui est l'éco-anxiété. Avec ce réchauffement qui est de plus en plus inquiétant, c'est un phénomène qui se développe depuis ces dernières années. L'éco-anxiété, la dépression verte, qu'est-ce que c'est ? Et quelle différence aussi ? Quelle différence, oui, effectivement. Alors, pour l'éco-anxiété, on va parler, comme son nom l'indique, d'anxiété. Alors, dans le cadre déjà de l'anxiété, on est dans un cadre de sentiment d'insécurité qui va être constant, indéfinissable, avec une subjectivité. Et c'est souvent associé en fait à une peur qui est assez exagérée et qui porte sur un objet pas vraiment réel. Ce qui n'est pas le cas de l'éco-anxiété, où là, il y a des faits tangibles avec une réalité, avec des faits concrets qui font que la personne va avoir un sentiment comme ça
peur, d'impuissance, une peur de l'avenir, ne pas réussir à se projeter dans cet avenir. Penser même, pour certains jeunes aujourd'hui, se dire que finalement, ils n'auront pas d'enfants dans cette vie, puisque quel avenir pour leur progéniture. Donc ça a un impact extrêmement prégnant dans la psyché de la jeunesse. De plus en plus de jeunes ne veulent plus faire d'enfants pour ça. Exactement, non, exactement. C'est quelque chose d'extrêmement inquiétant, puisque finalement, ils viendraient taire un désir d'enfant, puisqu'ils se disent qu'il n'y a aucun avenir possible pour une éventuelle famille. Après, il va y avoir aussi ce qu'on appelle un sentiment de colère. L'éco-colère, j'aurais envie de dire, parce que cette colère-là fait souvent suite à un sentiment justement d'éco-anxiété où on va pas se projeter dans l'avenir, on va se dire que tout est foutu. Et ça, l'idée de pouvoir sortir de cette éco-anxiété va passer par la colère. Et cette colère-là va être d'une certaine manière réparatrice aussi, puisque on va pouvoir sortir de la peur et de l'effroi et pouvoir enfin mettre en place des actions concrètes dans un sens qui va vers le bien-être de la planète, en fait. Et ça vient après, derrière, donner des personnes qui vont avoir un sens aigu du devoir, et puis ils vont avoir aussi un moral beaucoup plus intéressant. On va dire que ces personnes sont plus heureuses puisqu'elles incarnent pleinement des idéaux, et puis voilà, le fait de s'investir dans ce combat donne un sens concret à leur existence. Et comment tout ça se manifeste? Donc on a vu la colère. Est-ce qu'il y a d'autres signes qui fait que ça se manifeste chez les individus? Et c'est les jeunes les plus touchés ou il y a d'autres aussi personnes? Alors, pour les jeunes, on est sur du 16-25 ans, 75%. Et puis de manière générale, tout âge confondu, on a posé la question aux personnes et 67% des Français, 67% des Français déclarent ressentir de la peur face à l'avenir en lien avec la planète. 67%, 2/3 des Français. Effectivement, c'est assez important. Comment cette prise de conscience peut-elle affecter la santé mentale? Alors, il va y avoir des impacts, en effet, sur le plan de la santé mentale. On peut avoir des troubles du sommeil, des troubles alimentaires même. On peut tomber dans ce qu'on va appeler un trouble anxieux caractérisé, c'est-à-dire que quand on parle d'éco-anxiété, ce n'est pas un terme qui est répertorié aujourd'hui dans les classifications des troubles mentaux et psychiatriques, mais on va rester dans quelque chose d'assez global. Là, on pourrait avoir vraiment tombé dans le trouble psychiatrique. Donc là, ça peut générer de l'anxiété généralisée, le trouble anxieux généralisé, et on peut même tomber dans la dépression chronique. On a une question de Pauline de Toulouse qui dit « Ma fille fait des crises d'angoisse. Comment, en tant que parent, je peux l'aider à gérer cette anxiété liée à la crise climatique ?» Alors, je crois que la première chose, déjà, c'est de lui permettre d'extérioriser complètement ses émotions, puisque les émotions, elles ne sont pas là pour rester intériorisées. C'est hyper important qu'elle puisse exprimer ses craintes, mais aussi pouvoir se prémunir de tout ce qui est généré par des messages extrêmement anxiogènes délivrés par de nombreux médias aujourd'hui et radios. Je pense qu'il est préférable, lorsqu'on a une éco-anxiété, qu'on est stressé... J'espère qu'on donnera des messages positifs quand même de cette émission, parce que depuis le début, le tableau est quand même assez noir. Exactement. Ouais. Donc c'est pour ça que lorsqu'on a déjà un sens aigu des difficultés de la planète, je crois qu'on n'a pas besoin de s'infliger des médias qui sont assez stressants, anxiogènes dans leurs messages. Effectivement, oui, les actualités, les médias, des associations, des fois, est-ce que ça dramatise pas trop quand même au point d'effrayer toutes ces jeunes générations au final? C'est raccord avec ce que tu dis. Alors, je pense que les médias font leur travail, à savoir informer. Voilà. Après, je crois que lorsqu'on est vulnérable déjà à la base à l'anxiété et que là, la thématique de l'écologie devient une source importante de détresse au quotidien, je crois qu'il va falloir soi-même se prémunir de ces messages-là et éteindre la radio et la télé. Antoine, un avis sur ça? Non, moi c'est sûr, oui, sur le fait que sur les discours anxiogènes, en fait, c'est très compliqué parce qu'on a toujours, en fait, on entend un message, ne pas avoir de discours anxiogène, ne pas faire peur. En fait, ne serait-ce qu'en étant factuel, c'est des messages très inquiétants. Et je pense on a fait ça toute la soirée. On a fait ça toute la soirée. En se remémorant l'émission,
ça paraît négatif parce qu'on a dressé des tableaux noirs de cycle, c'est la cata, c'est voilà. Et donc oui, ça devient anxiogène. C'est pas très positif. Et Mais en c'est fait, la réalité. C'est la réalité. Oui, c'est juste voilà. Et on l'a vu, hein, on n'a pas parlé d'incendie, on n'a pas parlé de biodiversité, on n'a pas parlé de la biodiversité. C'est bon, on va pas y aller, mais c'est l'autre sujet point à part entière encore. Oui, mais qui est très lié maintenant avec tout... le changement climatique. Et voilà. Et là aussi, c'est des effets qui vont pouvoir se combiner. Donc forcément, oui, c'est anxiogène de parler de tout ça. Et en même temps, c'est parce qu'en fait, il y a une forme d'urgence. Donc, il faut pouvoir comprendre. Après, je pense que dans l'anxiété, il peut y avoir aussi un autre phénomène, c'est la diversité des messages et ne pas vraiment bien identifier les sources. C'est des messages contradictoires. Et puis en même temps, moi, je le ressens. Hein, on pourrait même avoir comme je sais pas si c'est le terme, des biais cognitifs. Ça veut dire quand même, on m'envoie des messages en me disant, la planète brûle, entre guillemets, mais vas-y, consomme et prends l'avion. Ça me coûtera beaucoup moins cher d'aller aux Açores. Ça va me coûter 30 € d'aller passer un week-end aux Açores. Et ça va me coûter beaucoup plus cher d'aller passer un week-end dans le Verdon. Donc, en même temps, je pense que tous ces messages qui sont complètement antinomiques sont bien plus stressants parce que on ne peut pas comprendre, en fait. Et je pense que, voilà, plus que le message en lui-même qui est là pour alerter et pour essayer aussi, il ne fait pas qu'alerter. Aujourd'hui, on a une phase où on doit passer à la mobilisation. En fait, voilà, l'action, elle est maintenant, il y a une urgence, ne serait-ce que de la mise en place, la transformation de nos modèles, la transformation de nos façons de faire sur un territoire. C'est long. Et en fait, on n'a plus beaucoup de temps. Et donc, je pense qu'il faut y aller. Mais voilà, il faut identifier les sources, il faut identifier les solutions. Donc pour positiver, on peut se dire qu'on va y aller et que dans les dizaines d'années qui viennent, on change radicalement de mode de vie. Mais on est déjà en train de changer de modèle de vie, en fait. Peut-être, il faudrait que ça aille plus vite. De façon coordonnée, oui. Il faudrait, voilà. Oui, parce qu'on parlait de pollution, de petits trajets, qu'on prend sa voiture pour faire des tout petits trajets, il faut plus faire ça. L'eau, il faut l'économiser, il faut faire autrement. Le fait que les sources soient anthropiques et le fait qu'on est tous là pour dire arrêtez de penser que ça vient de nulle part. Non, ça vient de ce qu'on fait. C'est aussi le début de la solution. C'est-à-dire que oui, on peut changer. Donc en message positif, puisqu'on va c'est ça, c'est pas facile, à la fin de l'émission. Mais on peut agir. On peut dire qu'on peut agir et que le monde va changer. Le coup de la patate chaude aussi, qui est un petit peu. Donc, le coup de la patate chaude, dire mais pourquoi je vais le faire parce que les gros. Pardon, pourquoi je vais le faire parce que les gros ne le font pas. C'est pas bon parce que c'est plutôt si on le fait tous, après on pourra peser. Pour que les gros aussi le fassent. Et pareil sur le système du commerce. Si ça devient important, ce que j'allais dire. Si ça devient un argument marketing, la sobriété, elle passe par le consommateur déjà de base. Donc si le consommateur il est conscient, alors c'est peut-être pour ça que ce type d'émission peut paraître anxiogène parce que le message délivré il est en premier lieu factuel, donc effectivement toute la partie de l'émission était factuelle. Là on arrive sur des choses un petit peu plus c'est-à-dire que c'est pas réjouissant du tout, mais il faut commencer par dépasser la phase du déni, en fait. Il faut être lucide pour pouvoir réagir. Et en fait, il y a déjà une grande partie de la population, enfin une grande partie parce que je baigne un peu dedans, mais il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de jeunes aussi, alors il y en a qui ne veulent plus faire d'enfants, mais il y en a beaucoup qui commencent à réinventer le monde de demain et qui commencent à penser à un monde vivable malgré tout ça. Et effectivement, ça passe par le consommateur, ça passe par tous les problèmes qui sont déjà des solutions. Mais là où croit le péril, croit aussi... Voilà. Pardon. Antoine, oui, vas-y. Et le fait de s'engager, justement, pour ces jeunes-là, c'est aussi quelque chose qui va prémunir de troubles psy en lien avec l'éco-anxiété. Eddy, Bernard, vous êtes plutôt d'accord avec ce qui s'est dit en plateau ? Ouais, il y a une citation que Jane Fonda, fameuse actrice américaine, mais aussi méga activiste sur plein de sujets, qu'elle répète souvent et elle dit que le meilleur remède face à l'éco-anxiété, c'est l'action. Et ça, cette phrase, je l'aime énormément. Et en tout cas, merci, j'ai beaucoup appris sur l'éco-anxiété ce soir. Et je le vois en fait au quotidien, parce que comme François, j'aime rendre cette science accessible au plus grand nombre, comme Bernard, pardon. Et je le vois auprès des jeunes avec lesquels je travaille. Notamment, je suis sur un projet qui s'appelle Demain, c'est nous. Ce sont des jeunes à La Rochelle qui sont en train vraiment de réinventer, de retourner leur établissement et de réinventer un futur désirable. Ce sont des jeunes qui sont parfaitement conscients de l'urgence dans laquelle on est, mais ce sont des jeunes qui s'élèvent à la hauteur du défi auquel on fait face aujourd'hui. Là, ils ont mis en place un système de recyclage du papier dans leur établissement, et ces jeunes, ils se révèlent là-dedans. Et on voit qu'ils sont ils n'ont pas peur d'utiliser leur voix, ils comprennent que leur voix, elle a un rôle majeur aujourd'hui, et
autant on n'a pas le temps d'attendre que les générations se renouvellent, que ces générations qui sont pleinement conscientes du changement soient au pouvoir aujourd'hui. On aura besoin de tout le monde, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ces jeunes, il va très clairement falloir les accompagner parce que ce n'est pas à eux de réparer les pots cassés, mais ils vont pleinement être dans un futur qui est très différent du présent actuel. Et c'est sur tous les domaines, hein. On l'a fait sur une autre de nos émissions sur les énergies fossiles, les énergies renouvelables, etc. Et en plateau, on avait des jeunes, et oui, des jeunes qui étaient là, voilà, qui disaient nous, on est la nouvelle génération, et voilà comment on va agir, voilà, et des gens qui baignent, des scientifiques sur le sujet, voilà, des gens qui avaient 25-30 ans. Donc c'est les nouvelles générations, c'est l'avenir. Donc ça, c'est le message positif qu'on peut quand même dresser en fin d'émission. Oui, tout à fait. Ou même à chacun à son niveau, au niveau des personnes qui deviennent véganes. Tout ça parce qu'on sait que l'élevage intensif, l'élevage intensif est responsable de la déforestation, qui est elle-même responsable de l'érosion des sols, qui est elle-même responsable de Mais je crois que même au-delà de devenir végane, qui peut sembler assez excessif pour, je pense, nos auditeurs, c'est ne serait-ce que diminuer déjà sa consommation de viande. La sobriété. Ça à écouter une émission sans que se nous avons priver fait sur ce sujet, effectivement. Voilà, il faut changer de mode de vie. Et voilà, sur ce sujet-là, oui, pourquoi pas ne simplement pas réduire les régimes flexitariens, ce genre de choses, ça existe. Pour revenir à l'éco-anxiété, c'est un terme assez nouveau quand même. Comment la communauté scientifique peut-elle travailler avec les professionnels de la santé mentale pour mieux comprendre et traiter du coup l'éco-anxiété ? Se mettre en lien, tout simplement, pouvoir voir comment on pourrait protéger la population sur le plan de la santé mentale par rapport à ces difficultés qui sont réelles. En fait, on est face à une réalité. Souvent, en psychologie, en psychiatrie, on traite des personnes qui souffrent de troubles en lien avec des choses qui n'existent pas toujours. Elles anticipent des scénarios catastrophes. Là, il y a une réalité, c'est factuel. Donc, je pense qu'on peut envisager de se mettre en lien pour pouvoir améliorer la santé des gens. Et pour conclure, cette belle émission est très dense. Quelle solution donc, rapidement, pour lutter contre le changement climatique, pour le limiter ? Bernard ? On va faire un petit tour de table. Allez, Bernard. On a prononcé le mot plusieurs fois, sobriété. Je pense que sobriété, la meilleure réserve, la meilleure réserve qu'on puisse avoir et qui est mobilisable immédiatement, c'est la sobriété, ça c'est évident, et la sobriété en matière d'énergie, d'eau, etc. Et ça, c'est à la fois des conduites individuelles, mais ça doit être... Encore un petit souci avec Bernard. Pour Bernard, c'est sobriété. On va demander à Heidi, tiens, un mot pour... Sobriété, oui. Ouais. Allez, Heidi, un mot, vas-y. Je dirais tout simplement voter, quoi. Mine de rien, on a vraiment besoin d'avoir un gouvernement à la hauteur du défi auquel on fait face. Donc, il faut voter pour des gens qui comprennent qu'on est dans une crise totale. Ok, voter, voilà. Allez, Stéphane, un mot pour lutter contre le changement climatique. Mobilité, puisqu'on a évoqué ça. Mobilité, c'est-à-dire des mobilités actives. Voilà, des mobilités actives, c'est-à-dire... Alors, surtout que, on parle des dangers de la pollution, mais un des dangers dans nos sociétés, c'est la sédentarité, le fait de ne pas bouger, de ne pas avoir assez d'exercice. Donc là, c'est des déplacements actifs. Donc même pas de vélo électrique, un vélo tout court, à pied, et sur la mobilité active, on appelle ça. Et alors, en effet, c'est pas de condamner toute la voiture, c'est simplement, dès qu'on a l'opportunité, plutôt que de prendre l'ascenseur, de prendre les escaliers, et quand on peut éviter un moteur. On passe avec le mot de Nathalie. Nathalie. Moi, je dirais humilité pour contrebalancer un peu l'arrogance de nos sociétés qui pensent tout pouvoir régir et solutionner et se remettre un petit peu face à cette biodiversité qui en fait nous porte et sans laquelle on n'est rien en fait. Très bien. Antoine, un mot. Prendre soin de nos écosystèmes. Et s'appuyer sur écosystème, sur la nature, en fait, prendre soin de la nature et s'appuyer sur tous les bénéfices qu'elle rend, notamment pour lutter contre le changement climatique. On n'avait pas prévu cette question, mais voilà, ça s'est transformé en un mot. Bernard a lancé sobriété, ça séquestre du carbone. Et en même temps, ça permet aussi de limiter et de faire face au changement climatique. C'est à la fois des solutions d'atténuation, c'est-à-dire de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais d'adaptation. Ça permet aussi de faire face au changement climatique. Et s'appuyer sur la nature, c'est aussi la préserver. Et aujourd'hui, on a deux crises qui se rejoignent. Donc, utilisons la nature. Ouais. Et Elodie ? Communiquer avec ses proches par rapport à ce sujet, cette thématique, et devenir meilleur face à ces enjeux
pour la planète. Donc si on résume tout ça, sobriété, voter, mobilité, humilité, nature et communiquer. C'est pas mal tout ça, non ? Un beau résumé de cette belle émission. C'est ça. Et ben voilà, il nous reste 2 petites minutes pour terminer tranquillement. On va refaire un petit tour de table avec tout le monde. Et oui, on avait Antoine Nicot qui est coordinateur général d'Air Climat et du Grec Sud. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, très intéressant. Nous avions Elodie, la psy 3.0. Donc on peut te retrouver sur les réseaux, sur Instagram par exemple, c'est ça ? Donc tu es psychologue et tu nous as parlé de la partie éco-anxiété. Merci beaucoup d'être venu. Merci. On avait aussi Stéphane Castel qui est responsable pôle innovation, communication et marketing chez Atmosud. Merci. Merci à vous et donc venez consulter la qualité de l'air sur atmosud.org. Avec des indicateurs et une super carte très, très intéressante. Nous avions aussi Nathalie Cohn qui est pilote du réseau France Nature Environnement Mer et qui est aussi présidente de l'association Bandol Littoral. Merci. Merci. On avait aussi Eddy Sévestre qui était en direct du pôle Nord et qui est glaciologue. Merci. Merci. Charlène qui nous a quitté tout à l'heure, qui était hydrologue qu'on avait reçu dans cette émission pour la partie sécheresse. Et nous avons pour terminer ce tour de table Bernard Francou qui est chercheur en géosciences et glaciologue, spécialiste de la haute montagne. Merci beaucoup Bernard. Et on avait aussi Antoine qui veut rajouter quelque chose. Oui, ouais. Sur le site du Grec Sud, mais aussi sur le site des autres groupes régionaux d'experts sur le climat, comme Climatera, RECO, dans plusieurs régions, vous trouverez plein d'informations sur le changement climatique qui sont en accès libre sur les sites internet. Donc pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est le Grec Sud, grec-sud.fr. Et du coup, j'ai pas laissé l'opportunité à Bernard de nous dire au revoir. Désolé. Bernard, quelques secondes Bernard. Ah oui. Eh bien, j'ai envie de vous inviter à venir en montagne. Parce que la montagne, c'est la sobriété, c'est l'humilité, c'est la communication. Et puis, c'est peut-être en montagne, en haute montagne en particulier, qu'on voit le plus facilement les phénomènes se produire actuellement. Eh bien, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une prochaine enquête. À bientôt. Bye bye.